Bonjour à toutes et à tous. Merci et bienvenue pour cette conférence organisée par le C2RP sur l'offre de formation et comment utiliser efficacement les réseaux sociaux. Tout d'abord, quelques éléments pratiques. Si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas, vous avez un chat à votre disposition en bas à droite. Alors, toute question possible, même si vous ne comprenez pas certains termes, n'hésitez pas à les poser. Le webinaire sera disponible en replay directement après la conférence par mail ou sinon directement sur notre site d'ici une semaine. Voilà. Je me présente, Christopher Schwanowski, donc chef de projet sur l'offre de formation au C2RP, plus spécifiquement sur le marketing de l'offre et la visibilité de l'offre de formation. Voilà, cette conférence va être animée par notre cher ami et collègue partenaire plutôt Stéphane Diebold. Stéphane, je te laisse te présenter en deux, trois mots. Eh bien, je m'appelle Stéphane Diebold, je suis directeur de Temna et président de l'AFEN, qui est l'association des responsables de formation, et directeur de Format Radio. Donc, trois bonnes raisons pour être là et parler des réseaux sociaux. Merci Stéphane. Alors, quelques éléments avant de commencer sur le C2RP, qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Et ensuite, je laisserai Stéphane lancer cette conférence officiellement. Donc voilà, le C2RP, le CARIF OREF des Hauts-de-France. Nous sommes un GIP, un groupement d'intérêt public, financé et présidé alternativement par l'État et la région, administré avec les partenaires sociaux et les acteurs économiques. Nous sommes également membres du CREFOP et du réseau des CARIF OREF. Alors le réseau des CARIF OREF, c'est tout très simplement, chaque région a un CARIF OREF et on est constitué au niveau national sous forme associative, qu'on appelle le RCO, le réseau des CARIF OREF. Le C2RP a quatre grandes missions: l'observation, l'accompagnement, l'information et la collecte de l'offre de formation, notamment la collecte de l'offre de formation par apprentissage. C'est une collecte qui est permanente, voilà, vous me connaissez là-dessus et moi je suis chef de projet sur l'offre de formation, donc n'hésitez pas à venir mettre votre offre de formation initiale, professionnelle et par apprentissage sur notre site. L'équipe reste à votre disposition. Et aujourd'hui, on est plutôt dans le rôle d'accompagnement et d'information, finalement un peu les deux mélangés, notamment sur une expertise de thématiques à aborder pour les professionnels de l'emploi et de la formation. Donc voilà. Nous sommes donc dans une conférence sur l'offre de formation, comment utiliser efficacement les réseaux sociaux. Cette conférence fait suite à la dernière du 24 novembre sur comment adopter une stratégie marketing pour l'offre de formation. Donc, je vous invite à aller voir le replay qui est disponible sur notre site depuis la semaine dernière si vous n'avez pas pu suivre cette conférence. Voilà, lors de cette conférence, pour résumer sur trois thématiques, sur les trois sujets, mais Stéphane peut-être en parler vite fait après, on a abordé la problématique du positionnement de l'offre de formation sur la stratégie. On a aussi amené sur la réflexion des cibles à avoir, quelles cibles par rapport au positionnement, et aussi la stratégie d'automation, c'est-à-dire comment rendre automatique sa stratégie marketing. Voilà pour moi sur les quelques mots. N'hésitez pas à poser vos questions. Je réapparaîtrai lors de cette conférence pour poser les questions à Stéphane. Je pense n'avoir rien oublié. Je vais laisser la parole à Stéphane afin qu'il lance officiellement cette conférence. À toi Stéphane, merci. Merci Christopher. Donc effectivement, on lance la conférence. Alors pour la lancer, les réseaux sociaux sont importants parce que finalement, c'est la grande nouveauté du 21e siècle. On a vu que LinkedIn a été créé en 2002, que Facebook a été en 2004, Viadeo aussi. Donc on s'aperçoit à ce moment-là que les réseaux sociaux sont la grande innovation du 21e siècle. Et donc, a priori, on se dit, qu'est-ce que c'est que cet OVNI, cet objet virtuel non identifié, et à quoi ça peut servir dans une stratégie d'un organisme de formation. Sachant que souvent, on associe aussi numérique et les sites web. Voilà. Et donc, on s'aperçoit que si on devait faire la battle entre les sites et les réseaux sociaux, beaucoup de personnes font des sites avec deux types de sites, que sont les sites vitrines, c'est-à-dire que je montre un peu ce que je sais faire sur mon site, je mets mes programmes quelque part sur les catalogues que je présente, voire même, je peux faire un site de e-commerce. Si ce n'est pas un site vitrine, c'est un site de e-commerce. Autrement dit, on peut directement acheter sur le site. Et donc, vous avez sur des outils un peu standards comme WordPress, vous avez WooCommerce,
qui est une application qui est gratuite, donc qu'on peut réutiliser. Et donc, ça permet de vendre directement soit des produits scalables pour ceux qui ont suivi les autres, particulièrement la deuxième conférence, soit effectivement, et donc c'est hyper intéressant, soit effectivement pour prendre rendez-vous, pour se dire si je fais du conseil, si je fais du consulting, du coaching, eh bien on peut avec Calendly faire des choses qu'on peut directement implémenter sur le site, ou je peux prendre rendez-vous si je fais de l'intra ou de l'inter avec vous pour vous poser des questions, et les prises de rendez-vous sont automatisées, et comme le disait Christopher, ça permet de le programmer une fois pour toutes et finalement d'avoir un système qui permet de gérer seul ou en petit groupe et qui a l'efficacité d'une grande. Donc, un organisme de formation qui a tout d'une grande. Donc, le site vitrine, c'est quelque chose d'intéressant. Les gouvernements aident beaucoup à donner, et les régions aussi aident souvent à donner des primes pour la numérisation. Cette numérisation qu'on appelle effectivement le site vitrine ou de e-commerce. Et je vous invite d'ailleurs à faire plutôt des sites de e-commerce que de faire simplement des sites vitrines qui sont l'effort minimum à fournir. Donc, si on reprend la battle et notre sujet, donc n'hésitez pas à poser des questions si des fois je passe un peu rapidement et que vous avez des questions. Christopher retransmettra tout. Ça lui permettra de venir, donc de participer donc, à cette visioconférence parce que je n'ai pas directement accès à votre chat. Mais ça veut dire qu'à partir de là, je réponds bien volontiers à toutes vos questions. Et si je crois que si elles ne sont pas complètement répondues à la fin, il y aura un système de rattrapage, peut-être. Donc ça, on vous dira peut-être à la fin, ou je dis n'importe quoi, c'est aussi possible. Alors, restons sur ce que je connais, c'est-à-dire que à quoi ça sert de faire des sites si personne ne vient vous voir? Faire un site WordPress, quel qu'il soit, il y a des outils gratuits, etc. Vous pouvez le faire vous-même. Ce n'est pas très compliqué, c'est un peu chronophage en termes de temps. Mais une fois que vous l'avez fait, vous êtes tranquille, vous avez mis les mains dans le cambouis, vous pouvez faire ça à moindre coût. La question, c'est ça sert à quoi d'avoir un site si personne ne parle? Si personne ne vient et qu'il n'y a pas de flux. Et donc, cette notion de flux, c'est à ça que sert le réseau social. Hein. C'est-à-dire ça sert à faire du trafic. C'est-à-dire avoir un site sur lequel personne ne vient est un site qui ne sert à rien. Voilà. Donc, et ça pose problème. Alors, avec une remarque quand même, c'est qu'on est quasiment obligé d'avoir des sites, puisqu'aujourd'hui, 6 internautes sur 10 disent que quand vous êtes une entreprise, vous devez avoir un site. Voilà. Mais si c'est un site qui ne sert à rien, faites un site vitrine avec la tête de quelqu'un, une personne qui sourit pour être un peu gentil. Vous dites que vous travaillez dans tel domaine, faites une page, une seule page, et vous êtes tranquille. Les gens savent que vous existez. Vous faites référencer, comme on l'avait vu, sur Google Business, c'est pas perdu, c'est un référencement automatique qui coûte rien non plus, et vous avez fait le minimum, et vous gardez ça pour vos 10, 20 prochaines années, vous êtes tranquille. Voilà. Donc ça, c'est la vision minimaliste. Alors évidemment, si c'était ça la conférence, ça serait un peu court, et dans ces cas-là, légitimement, vous direz, bon, on peut passer à autre chose et préparer mes vacances. Les réseaux sociaux sont très intéressants parce que c'est la façon de commercialiser moderne. C'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, et y compris en B2B, c'est ça qui est important, c'est la façon dont les gens identifient et achètent. Voilà. Avec des cycles d'achat qui sont un peu différenciés suivant les types de secteurs, mais je vais y revenir. Donc, ça veut dire que le réseau social sur lequel tout le monde doit être, c'est LinkedIn. Donc, LinkedIn est le réseau social professionnel. Avant, il y avait un peu Xing, si vous êtes un peu germanophile ou vous êtes assez proche de cette zone de chalandise, vous pouvez avoir ce type d'espace. Mais grosso modo, vous devez impérativement être sur LinkedIn. C'est pour ça qu'on traitera un peu spécifiquement LinkedIn en disant comment est-ce qu'on peut devenir quelqu'un de bien sur LinkedIn, quelqu'un que vous êtes déjà, mais dont on ne sait pas encore que vous êtes bien. Et donc, comment on peut faire? L'élément dans ce domaine, c'est que LinkedIn représente aujourd'hui, en 2021, ça représente de gens connectés en France, 20 millions de personnes. De gens actifs tous les mois, 10 millions de personnes. Alors évidemment, ça dépend de votre secteur d'activité. Vous avez des domaines comme la fonction publique qui sont moins représentés sur LinkedIn, même s'ils ne sont pas titulaires, hein, des gens qui un jour reviendront sur le marché du travail, c'est moins leur culture d'aller sur LinkedIn, mais quand vous arrivez à 20 millions de personnes, même si vous prenez les actifs, vous avez une possibilité d'accéder à la majeure partie de la population active gratuitement. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Alors, et donc, vous n'êtes pas obligé de prendre la version payante, puisque la version gratuite suffit largement. Je vous rappelle que la population active en France, c'est à la louche, dans le privé, c'est 20 millions.
Si vous rajoutez les 5 millions de publics qui sont moins représentés, dans ces cas, vous arrivez à 25. Vous rajoutez vos 3 millions d'indépendants qui, eux, sont très présents sur LinkedIn. Dans ces cas-là, on peut dire qu'à 10 millions, vous touchez 50% de la population active française. Donc, ce n'est pas inintéressant. Donc, ça veut dire que vous avez un outil de communication de masse gratuitement, qui n'est pas si compliqué que ça à gérer et qui va vous permettre de faire du trafic pour amener les gens à faire du business. L'idée, ce n'est pas simplement de se faire connaître. Je vous donnerai quelques pistes si vous restez jusqu'au bout. Et à la fin, je vous montrerai quelque chose d'hyper intéressant. Voilà, ça, c'était pour vous teaser dessus. Donc, grosso modo, je voulais vous donner un exemple parce que c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné. J'ai pris une entreprise que je ne connais pas du tout à part sur les réseaux sociaux. J'ai pris la brève du manager, que vous pouvez voir aussi sur YouTube. La brève du manager est un contenu assez classique, donc effectivement sur le management, bien évidemment. Eh bien, ils sont à 20 000 abonnés. Donc, ça veut dire que quand ils mettent sur YouTube, quand ils mettent une vidéo, alors il y en a qui ne marchent pas très très bien, il y en a qui fonctionnent bien, j'en ai vu une à 120 000 vues. Dans ces cas-là, alors pour ce qu'on appelle le coût par 1000, le CPM de YouTube, quand vous voulez faire un peu chic, le CPM de YouTube, des gens disent vous pouvez gagner de l'argent sur YouTube. Oui, mais pas vous. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas ni Nabila, ni Cyprien, ni ces gens-là qui ont des millions de personnes. En gros, pour 1000 personnes, vous gagnez 0,5 $. Donc, si je reprends la brève du manager, qui est une entreprise toulousaine, donc une petite structure, mais qui a quand même une belle prestation, une belle présence, dans ces cas-là, avec 120 000 vues sur une vidéo de 5-10 minutes, ce qui est très bien. Dans ces cas-là, ça leur fait gagner 60 €. Donc, alors évidemment, 60 €, si vous en faites toutes les semaines, mais ça ne fait pas énormément, puisque par mois, ça vous fait, dans le meilleur des cas, si chaque fois vous arrivez à ce même taux, vous arrivez à 100 €, 150 € maximum dessus. Donc, ça veut dire que dans ces cas-là, ce système de financement par YouTube n'est pas inintéressant, mais n'est pas non plus intéressant, ce n'est pas ce qui est l'objet. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à vous faire connaître, reconnaître. Là, vous avez une personne qui s'est mise en avant. Alors, je ne sais pas si elle est seule dans ton équipe, mais en tout cas, qui a beaucoup utilisé la starification. Donc, elle met en avant sa façon de fonctionner, son style. Et dans ces cas-là, au bout d'un moment, chaque fois, il vous ramène, c'est à ça que servent les réseaux sociaux, il vous ramène à votre site. Et donc, pour venir à votre site, il y a deux façons. Il y a la façon un peu traditionnelle, on vous donne un e-book. Donc, il dit, venez, inscrivez-vous, puisque à quoi sert un site? Ça ne sert qu'à être un aspirateur à email. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, est-ce que votre site est bon? Très bonne question. Eh bien, combien d'emails vous avez collectés? Et donc, forcément, ces emails-là, après, une fois que vous les avez, vous faites soit une newsletter, vous avez Sendinblue ou des choses comme ça, soit effectivement, vous faites des propositions, mais vous avez une base de données qui est les vôtres. Et comme vous demandez aux gens qui ont le désir de s'inscrire, c'est RGPD compatible, bien évidemment. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, vous pouvez faire un travail de commercialisation. Donc, si je résume bien, les réseaux sociaux, c'est une façon de faire venir des gens chez vous, sur votre site, et donc, à partir de là, de collecter les emails qui vont faire la différence. Alors, bien sûr, certaines personnes ont entendu parler du gross hacking qui utilise, donc qui en principe est RGPD compatible, mais notez bien en principe, puisqu'il y a des outils qui sont gratuits de scrapping, c'est-à-dire le fait d'aller sur les réseaux sociaux, de récupérer les données des réseaux sociaux et donc à partir de là, avec ces données-là, de récupérer des listes. Voilà, vous pouvez donc et ça c'est pas très très cher, ça marche assez bien, voilà, mais ce n'est pas RGPD compatible, c'est-à-dire que dans ces cas vous prenez le risque de l'usage ensuite de votre emailing, mais souvent c'est utilisé dans ces domaines-là. Et sur LinkedIn, il y en a 2-3 qui marchent bien, dont un qui est français. Donc on n'en fait pas la promotion, mais en tout cas sachez que ça existe. Sachez aussi que dans tout ce que les gens disent, ça marche très très bien. La réponse c'est que depuis l'été, LinkedIn a changé son algorithme et ça marche plus très bien. Et donc forcément, ça devient de plus en plus difficile. Avant cet été, LinkedIn c'était le Far West, l'endroit où il fallait être. Aujourd'hui, ce n'est plus LinkedIn, l'endroit où il faut être. Donc ce qui veut dire que quand on parle des réseaux sociaux, vous devez vous dire qu'est-ce que ça m'amène comme personne qui s'engage vers moi. Et donc, forcément, vous devez construire votre tunnel pour être capable de dire qu'est-ce que je leur propose pour qu'ils s'engagent. En général, une analyse avec des textes,
c'est pas forcément un livre, sauf si vous avez écrit un livre, bien évidemment, et ce que j'ai expliqué dans d'autres conférences, mais ça veut dire, si vous faites un e-book, c'est-à-dire que c'est une dizaine, vingtaine de pages sur une thématique. Voilà. Si vous n'avez pas grand-chose à dire sur votre thématique, ce qui est un peu étrange si c'est votre domaine de compétence, mais dans ces cas-là, vous pouvez faire des témoignages, interroger des gens, faites des interviews, ça vous permet de rendre plus visible, et dans ces cas, de ne pas avoir quelque chose forcément à dire, mais de permettre à des gens qui ont des choses à dire de les mettre en lumière et de profiter de leur lumière en disant, mettez leurs photos, mettez quelque chose d'un peu propre, vous avez des logiciels pour ça qui sont très bien, un PDF, tout simplement. Et donc après, vous le renvoyez et c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et donc, dans la battle, quand on voit réseaux sociaux, sites, la tradition veuille que le site, on le garde, mais notez bien que les réseaux sociaux, de plus en plus, se dotent des mêmes outils que le site, et surtout que les réseaux sociaux, sur la base de TikTok et d'Instagram, permettent justement d'acheter directement sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qu'on appelle le social shopping, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de passer par le site d'e-commerce, qui aujourd'hui est encore indispensable dans beaucoup de choses. Donc, autrement dit, à choisir, si vous voulez être efficace marketingment parlant, le plus efficace, c'est le réseau social. Parce que c'est là où vous faites vivre votre marque et c'est là où vous avez des choses à apporter. Et donc ça, c'est assez contre-intuitif puisque tout le monde vous dit, faites un bon site et ça marchera. Utilisez un référencement naturel avec Google et ça marchera. La réponse est non. Il n'y a rien qui marchera parce qu'effectivement, personne ne vous connaît et personne ne vous reconnaît. Et que le monde de la formation est un monde de cooptation, c'est-à-dire que c'est parce que vous êtes reconnu que je vous choisis. Pas parce que vous êtes bon spontanément. C'est-à-dire que c'est un marché où les gens doivent montrer patte blanche. Ce qu'on a vu précédemment. Donc, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux. Et donc, si on démarre si la première question, c'est est-ce qu'il faut impérativement un réseau social dessus, la question qui se pose de suite, c'est lequel? Alors, on a vu que LinkedIn, c'est important. On fera quelque chose d'un peu particulier sur LinkedIn. Tous les réseaux sociaux sont bons. Mais vous n'allez pas aller forcément sur tous les réseaux sociaux parce qu'après, il va falloir raconter une histoire sur les réseaux sociaux. Vous allez donc choisir les réseaux sociaux que vous identifiez. Alors, vous avez les réseaux sociaux un peu traditionnels que sont Facebook, qui a un très bon système pour vendre de publicité sur Facebook qui ne coûte pas très cher, mais qui sont très bien ciblés. Vous avez Instagram qui donne une notoriété, une image qui est très intéressante. Vous avez TikTok, et je rappelle que TikTok, l'âge moyen des gens qui sont sur TikTok, c'est 21 ans. L'âge moyen des gens qui rentrent en entreprise pour être embauchés, c'est 21 ans. Autrement dit, les jeunes en entreprise sont sur TikTok. Et donc, ça veut dire que si moi, je veux parler aux jeunes parce que c'est ma cible, dans ces cas-là, je vais identifier les jeunes. Autrement dit, à moi de me dire quel est mon positionnement et qu'est-ce que je dois montrer aux gens. Et si vous n'avez pas de positionnement, eh bien, mon conseil, c'est, déjà, si vous n'avez pas de positionnement, vous allez avoir un problème par la suite sur le contenu, mais on va y revenir. Mais si vous n'avez pas de positionnement, prenez les plus grands. Et les plus grands générateurs de trafic sont, dans l'ordre, Google, avec YouTube particulièrement, mais aussi derrière Pinterest. Pinterest est très, très bien géré avec l'algorithme pour pouvoir vous ramener du flux, vous ramener des adresses mail pour que les gens cliquent et viennent chez vous. Alors que sur d'autres algorithmes, LinkedIn, par exemple, en très longtemps, quand vous mettiez, ou Facebook encore plus nettement, quand vous sortiez de l'univers de Facebook, ils avaient tendance à ne pas aimer, c'est-à-dire l'algorithme ne poussait pas les contenus qui étaient avec des liens qui permettaient de sortir de Facebook. L'idée étant pour ces plateformes de vous garder le plus longtemps possible parce que ça, ils monétisent. Donc, ça veut dire que Pinterest, beaucoup de personnes le proposent, c'est un peu comme Instagram, grosso modo, mais ça veut dire que leur algorithme est très favorable au fait de vous faire du flux. Quand vous avez choisi votre réseau social, vous devez aussi identifier, par exemple, surtout, alors vous choisissez par vous-même, LinkedIn, a priori, est un passage obligé quasiment, même si ce n'est pas terrible. Mais à côté de ça, qu'est-ce que vous allez en choisir comme autre? Si on prend TikTok, il y a des codes particuliers. McLuhan disait, chaque média a son message, chaque média a sa grammaire. On ne retrouve pas, même s'il se copie beaucoup, la même chose sur Snap, sur Instagram ou sur TikTok. Et donc, il y a une culture particulière, donc une façon de rédiger ses posts, par exemple, je vais y revenir, qui permet d'avoir de la conversion. Donc, si je fais toutes les cultures, dans ces cas, je deviens community manager, c'est un métier à part. Et donc, si c'est moi qui suis l'animateur, je ne fais plus mon métier d'animation, sauf à faire des produits scalables. Je vous invite à revenir sur cette notion-là, qui est très, très importante dans le numérique. C'est le cœur du numérique. Donc, ça veut dire que quand je choisis ça, à moi de choisir des supports qui aient du sens.
Je prends un exemple simple. YouTube, c'est classique. C'est la grosse plateforme qui permet de se faire connaître. Faites des émissions, on va y revenir régulièrement, tout va bien. Mais si vous voulez faire jeune, pour plusieurs raisons, parce que vous êtes jeune, parce que vous aimez bien, c'est votre cible, et que vous voulez vous différencier pour être un peu tech, des gens qui comprennent un peu le gaming, etc. Et pour le même espace, il vaut mieux prendre Twitch. Mais de la même façon, et donc ça je l'ai expliqué dans une autre vidéo, donc une autre conférence, donc je ne reviens pas dessus, mais ça veut dire que de la même façon, si vous devez choisir Twitch, ça peut être intéressant de se dire, vous avez pu voir un nouveau support, alors alternatif à LinkedIn à creuser, mais en tout cas un nouveau support avec une startup française. Donc ça veut dire que si vous y allez maintenant, elle va pousser vos contenus beaucoup plus fort parce qu'il n'y a pas grand monde. Alors évidemment, pas grand monde, mais plus des gens qui sont des early adopters, des gens qui sont prêts à vous suivre facilement. Donc ça veut dire une communauté assez dynamique. Vous allez sur Feedback qui vous propose de faire des vidéos de une quinzaine de minutes. 10-15 minutes, c'est à peu près le temps des vidéos, et donc sur des contenus qui sont autour de la formation principalement. Donc, ça veut dire que si vous avez des contenus à faire, pourquoi pas utiliser Feedback, et ça va vous permettre dans l'histoire, le storytelling de votre organisme de formation, de dire « je ne suis pas ringard », la preuve c'est que je me suis engagé dans l'EdTech, donc avec Feedback. Alors, si vous êtes plutôt sur de l'audio, vous avez Tumult, qui est quelque chose de très intéressant pour, j'en avais parlé précédemment, mais ça veut dire que vous choisissez une pépite dont la finalité, ce n'est pas forcément l'usage et la viralité, parce que les startups, par définition, sont des entreprises qui démarrent. Et donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'assise encore nécessaire, mais ça vous permet déjà, il vaut mieux être dans un petit groupe qui vous assure une très forte promotion que dans un grand groupe qui n'assure pas votre promotion, déjà un premier élément. Et puis derrière ça contribue à l'histoire que vous voulez raconter. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul, moi contre le reste du monde, c'est que je joue collectif et donc je vais chercher des startups françaises. Vous faites partie de la Startup Nation, puisqu'on avait parlé de EdTech Hauts-de-France. Vous faites partie de cet esprit de Startup Nation. Autrement dit, vous faites partie des gens bien, dans la société bien, si vous pensez que c'est bien et ça correspond à votre histoire. L'idée, ce n'est pas forcément faire de l'EdTech, mais est-ce que dans votre histoire, il y a une certaine cohérence, il y a une certaine générosité à mettre en avant et à profiter aussi de la notoriété de ces gens qui se lancent. D'accord ? Donc ça veut dire qu'à vous de choisir les supports, parce que si vous choisissez tous les supports, McLuhan l'a dit, on ne peut pas s'investir sur tous les supports, sauf si vous avez une équipe suffisante dedans. Et dans ces cas-là, vous pouvez être présent sur tout. Mais là encore, il vaut mieux être présent sur peu de supports, bien travailler vos supports. Et comment vous voyez que vos supports sont bien travaillés ? Eh bien, ce sont vos métriques, par exemple, votre taux de conversion. Combien de personnes s'inscrivent chez vous? On va y revenir avec justement le ROI des réseaux sociaux. Christopher, peut-être une question? Oui, je me permets d'intervenir. Il y a 2-3 questions. Alors, il y a une personne qui n'a pas compris peut-être le terme feedback, définition simple feedback autour d'expérience, Stéphane. Alors, Feedback, c'est une start-up qui s'est lancée. Donc, je vous invite à aller sur Focus RH, où j'ai écrit un article sur Feedback, qui est un réseau social vidéo, un peu un TikTok pour les entreprises, avec non pas des vidéos de 30 secondes, mais des vidéos de 10-15 minutes, où les gens parlent métier. Et tu parlais de support, on demandait quel support, la personne n'avait pas compris, mais je pense que tu as certainement dû résumer à la fin de ta phrase. Et ensuite, il y a Blandine qui nous donne de poser une question assez précise. Quels sont les réseaux sociaux les plus fréquentés par les professionnels de la fonction publique et plus particulièrement par la fonction publique hospitalière? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de réseau social hormis LinkedIn. Et là, on va revenir, donc Blandine, très bonne question. Ça revient à quand on va voir justement sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on les utilise. C'est-à-dire qu'en fait, le réseau social, quand il y a 10 millions de personnes, on ne parle pas aux 10 millions de personnes parce que les gens ne s'intéressent pas à ce que je dis, parce que chacun a son histoire. Et donc, il faut segmenter et constituer du lien avec ces groupes-là. Donc, je vais y revenir dès que je vais aborder LinkedIn dans très peu de temps. Voilà, et, je te laisse continuer. Je reviens tout à l'heure. Merci. Très bon. Très bonne question, Blandine, parce que là, c'est un peu généraliste. Donc, après, comment est-ce qu'on rentre concrètement? C'est ce que je vais essayer de vous montrer un peu avec LinkedIn, parce que ça reste le média qui est le plus commun. Sachant qu'il peut y avoir des réseaux sociaux qui soient privatifs, vous pouvez monter des Slack, des choses comme ça. Moi, mon conseil, restez sur les réseaux sociaux qui sont généralistes. LinkedIn, ce n'est pas non plus la panacée. Ils sont tous, LinkedIn, c'est qui appartient à Microsoft, au groupe Microsoft. C'est le dernier, quand il y a une réforme, c'est-à-dire que quand tout le monde l'a fait, ils le font.
Voilà. Donc, ce n'est pas non plus extraordinaire en termes de fonctionnalité, mais le gros avantage, c'est que vous avez 20 millions d'inscrits. Voilà. Et donc, dans ces 20 millions-là, il y a de la fonction hospitalière et que si vous créez vous-même vos propres groupes, vous rentrez dans ce qu'on j'avais traité avec OnlyFans, c'est-à-dire vous pouvez prendre Telegram, vous pouvez prendre WhatsApp, etc., pour faire des groupes. Telegram, vous pouvez faire 100 000 personnes sur des groupes qui sont à vous, mais c'est vous qui êtes obligé de construire le groupe. Tandis que là, l'avantage, c'est que vous profitez du groupe et du collectif avec ce qui est déjà créé. Et donc, je vous montrerai comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des amis dans votre secteur d'activité ou dans les thématiques qui vous intéressent dans ces secteurs d'activité. Et je vous parlerai, si je m'en souviens, de l'AFEN, où justement, on a un groupe qui est de plus de 10 000 personnes comme responsables de formation, ce qui est quand même des gens qui sont un peu difficiles d'accès et très sélectifs sur leurs éléments. Une fois qu'on a choisi son réseau, une fois qu'on essaie de faire sa notoriété, on essaye de faire genre, c'est-à-dire qu'on construit son spectacle professionnel, professional branding, c'est une des grandes tendances des réseaux sociaux. J'y reviens pas. Les 2 tiers des internautes disent vous êtes une entreprise, très bien. Sur quoi vous engagez? Les réseaux sociaux, les 2 tiers des gens disent vous êtes une entreprise, faites de la formation, hein, puisque grosso modo, il y a beaucoup d'organismes de formation ici, très bien, impeccable, comme les autres. Voilà. Pas plus de valeur ajoutée que ça. Déjà, qu'est-ce que vous avez de bien? C'est là où vous avez le positionnement, on l'a déjà traité. Mais sur quoi vous vous engagez? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous? Alors, vous dites, moi, je veux faire de la qualité, je veux faire de la performance, vous voyez, ce genre de truc qui est un peu nul. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que c'est nul, parce que ce n'est pas différenciant, tout le monde dit ça. C'est-à-dire, si votre discours, vous dites, je suis un CTRL-C, CTRL-V dans l'organisme de formation à côté, vous êtes sûr que vous n'avez rien dit. Voilà. Et je rappelle un peu que les organismes de formation, pendant longtemps, ont dû avoir un discours qui est un discours moyen. Et que moyen rime avec médiocre. Autrement dit, moi, en tant que consommateur, acheteur, responsable de formation qui va sur ces réseaux-là, je me dis, vous avez le discours qui est le même que tout le monde, vous n'avez pas de valeur ajoutée. Autrement dit, je vais tirer les prix vers le bas parce que vous êtes comme les autres. Et donc là où c'est intéressant, c'est que 2 tiers des internautes disent, vous devez vous engager. Et donc, à vous de choisir, c'est là où je parle de storytelling, l'histoire que vous voulez raconter. Et quand vous êtes sur les réseaux sociaux, soit vous n'avez pas d'amis parce que vous êtes tout seul, voilà, mais dans ces cas, vous n'êtes pas très social. Mais dans ces cas-là, c'est de se dire comment je peux construire une histoire qui tienne la route. Eh bien, un des éléments qui me paraît intéressant, c'est en tout cas ce qui marche très bien dans le B2B et auprès aussi bien des organismes de formation que des responsables de formation. Votre positionnement, si vous n'en avez pas un qui soit de ouf, dans ces cas-là, c'est de parler des autres. Voilà. Et mon conseil, c'est d'avoir la stratégie qu'avait, comment est-ce qu'il s'appelle, alors en B2C, qu'avait Burger King pendant le confinement. Burger King a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est la première fois que ça a été tenté. C'est-à-dire qu'il a fait une publicité folle, non pas pour lui, mais pour les petits commerçants et les restaurants et les restaurateurs. Il donnait la parole aux restaurateurs. Et il n'y avait pas de logo, on voyait Burger King, etc. Non, ils n'en parlaient pas. C'était sur les réseaux sociaux de Burger King. Dans ces cas, ils mettaient en lumière des concurrents, si on le dit clairement. Et donc, la conséquence a été très forte, c'est que les gens se sont dit, moi, j'adore cette Burger King attitude. Autrement dit, je rentre et je suis d'accord avec eux. Ils ont fait un geste vers les autres. Donc ça, c'est le côté un peu mainstream. Il faut essayer de tendre la main aux autres. Ça, c'est le côté très à la mode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous choisissez, par exemple, sur la fonction hospitalière, la fonction territoriale, le domaine qui est le vôtre, ça peut être du management, ça peut être de la communication, du hard skills, tout est bon. Dans ces cas-là, vous devez interroger tous les grands spécialistes. Alors, comment vous faites? Comme tout le monde, vous allez sur LinkedIn et vous les interrogez, vous leur demandez s'ils acceptent une interview. En général, les gens ne sont pas mécontents, hein, donc ils acceptent bien volontiers. Si vous avez des anglo-saxons, donc ou si vous avez des Français qui sont plutôt de culture anglo-saxonne, je pense aux Belges, aux Suisses, ou des gens comme ça, ou les Québécois, dans ces cas-là, bien volontiers, ils vont pouvoir répondre à des interviews, que vous en écrites, orales, enfin tout est bon. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir, dans vos supports, faire des posts pour pouvoir mettre en lumière ces événements. En tout cas, ce qui est très important, c'est que ça va vous permettre, vous, de sortir un peu de votre sphère, mais surtout, puisqu'on est dans une démarche marketing, les gens vont venir vous voir parce que vous êtes expert stricto sensus, vous connaissez votre domaine, mais surtout, à côté de ça, vous êtes fédérateur d'expertise. Et ça donne une image de vous qui profitez de la lumière des autres. Donc, je vous invite à prendre tous les experts dans vos domaines et de les interviewer.
vous prenez la lumière de l'expertise et surtout, si vous mettez à la place de ceux qui sont en face, au lieu d'aller se taper la recherche auprès de tous les experts, moi, je vous connais, on s'est croisés ou par hasard, je suis tombé sur les réseaux sociaux. Dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je vous suis et je sais que grâce à vous, vous devenez le média de mon information. Et donc, c'est cette information-là qui va permettre justement de favoriser mon engagement. Donc ça, c'est très important. Donc, mon conseil, et ce que vous voyez de plus en plus, interviewer des gens qui sont dans les thématiques qui sont les vôtres, qui sont régionalisées, qui sont autour de métiers, enfin, tout est bon. Vous racontez votre histoire et vous allez donner la place aux autres. Une interview par mois, ce n'est pas très, très compliqué à organiser. Et pourtant, les gens vont venir vous voir. Et quand ils seront chez vous, par hasard, par erreur, et je vais y revenir là-dessus, dans ces cas-là, ils vont se dire, bah, sur cette thématique-là, moi, j'aime bien votre façon de présenter les choses. Ce n'est pas trop prise de tête, ça ne demande pas beaucoup de travail, mais ça me permet de savoir que vous avez des choses à dire. Et dans un monde où il y a tellement de gens qui n'ont rien à dire, bah, si vous prenez un peu l'effort de marketer, sans que ce soit très, très lourd, mais dans ces cas, de mettre en lumière du contenu, dans ces cas, les gens vont vous suivre et les gens qui vous suivent vont devenir fidèles, jusqu'à addicts ou fans. Ah. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, on revient sur la stratégie qu'on avait déjà développée. Quand vous avez des fans, ben dans ces cas-là, il suffit de leur dire on fait un truc génial, venez. Et dans ces cas-là, ils viendront. Donc ça, c'est plutôt la démarche. Dans cet engagement, vous entendez souvent les hashtags que vous pouvez privatiser. Alors, ce sont des mouvements sociaux qui sont un peu connus maintenant, mais les hashtags, c'est quelque chose d'assez récent. Puisque c'est avec, je crois, l'Iran en 2009, quand il y a eu la révolution. Alors, à ce moment-là, les Iraniens avaient utilisé le hashtag pour pouvoir communiquer entre eux. Donc, ça veut dire que quand vous mettez des hashtags, vous faites en sorte que vos hashtags soient militants, quel que soit le rôle d'être militant. Et quand vous avez un sujet qui est un peu creux, quand vous travaillez, par exemple, sur du management, tout le monde travaille sur le management, donc c'est en cela, ou même si vous êtes expert, ben, il faut trouver un angle. Alors, ça peut être un angle management et sciences et neurosciences ou des choses comme ça. Il y a des choses assez extraordinaires si c'est votre domaine. Ça peut être des retours terrain de managers. Comment vous faites-vous dans cette situation? Et donc, vous réinterrogez le groupe dessus. Ça peut être aussi des côtés militants en disant que vous êtes pour le slow management, c'est-à-dire au lieu de toujours en faire plus, se battre pour une performance accrue, battez-vous pour en faire moins, mais mieux. Et donc, le slow management, qui est une création française, hein, ce qui était sur Grenoble, dans ces cas-là, donc c'est une philosophie du bien-être, enfin, tout est bon ou pas. Ça peut être aussi le bonheur au management, dans le management, c'est-à-dire cette capacité de se réaliser en faisant des épreuves en entreprise et donc de devenir un homme grâce à la relation à l'autre. Donc, c'est quelque chose de très intéressant avec tous les philosophes de la relation. Enfin, tout est bon, mais quelle est votre histoire? Voilà. Quelle est votre façon de le présenter? Il y a des façons qui sont très girly, il y a des façons qui sont tout est bon, qui sont très jeunes, fun, etc. Très rigoureux, très classiques, avec des vrais contenus qui sont puissants, un peu ennuyeux, mais qui donnent aussi un style dont certains adoptent. Après, tout est bon. D'accord? Le seul élément, c'est à vous de trouver votre ligne éditoriale dessus. Et le top du top, et ça va nous permettre de faire le lien avec LinkedIn, c'est le fait de se dire, c'est qu'une fois qu'on a identifié ce message où on s'engage sur quelque chose, choisissez votre chemin. La vraie question, c'est que c'est là le 2.0, c'est le fait de développer l'UGC, le User Generating Content, c'est-à-dire faire en sorte que les gens qui sont avec vous, qui vous suivent, soient le plus engagés possible. Je prends un exemple, si vous créez un groupe sur LinkedIn, c'est très bien d'avoir un groupe, vous envoyez des mails à tout le monde, etc. Donc, vous utilisez hors de LinkedIn pour les faire venir à LinkedIn. Vous avez des amis sur LinkedIn. Vous pouvez en faire un certain nombre. Si vous faites une page, vous avez une centaine par semaine. Donc, s'il y a des gens que vous connaissez, les gens vont venir en disant « je m'inscris », etc. Vous apercevez qu'à ce moment-là, votre groupe peut devenir un peu un groupe important. On peut estimer, grosso modo, pour des gens qui vous connaissent, que vous avez un tiers des gens qui vous suivent. Autrement dit, si vous leur demandez de venir dans un groupe, des gens qui sont vos amis, de les faire venir sur une page LinkedIn, vous avez grosso modo entre 25 et 30%, donc entre un quart et un tiers des gens qui vous suivront, des gens qui vous ont identifié. Si après vous dites aux gens, bah, venez, j'existe, ça réduit chaque fois le nombre, voire même les gens vous disent, allez, je décroche, j'ai pas envie de vous suivre, vous êtes un spammer. Voilà. Donc, si vous avez 1000 personnes qui vous suivent, ça vous fait quand même un petit groupe de 200, 300 personnes. C'est énorme.
Et ce groupe de 200-300 personnes, la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et donc, à ce moment-là, je développe une métrique d'engagement, c'est-à-dire qu'au départ, je me dis, il faut qu'il y ait du nombre. Quel est mon nombre minimum? Disons, allez, 100 ou 50, voilà, très bien. Plus je les connais, plus il y a de l'interaction. Moins je les connais, plus il y a de l'engagement de loin. Mais après, c'est à moi de calculer les engagements. Et donc, ça veut dire que quand je mets un post, par exemple, donc je mets un post dans le groupe, je m'aperçois bien que dans le groupe, personne ne like. Alors au début, je me dis, c'est pas grave, un peu comme la personne qui travaille tout seul, il envoie des posts, un post, un texte, ça peut être une vidéo, enfin tout est bon. La vidéo est plus engageante que le texte, l'image est plus engageante que le texte, et suivant les secteurs d'activité dans lesquels vous êtes, le texte peut être aussi intéressant, enfin tout est bon. Mais quand vous démarrez avec ça, dans ces cas-là, vous vous apercevez que vous travaillez tout seul. Et c'est ce qui revient beaucoup dans les réseaux sociaux, avec des gens qui ont une certaine expertise, ils disent, moi je donne et je reçois rien. Ça veut dire que vous donnez mal. Voilà. Alors donc, soit on dit les gens sont moches, et ça, c'est pas l'esprit de Noël, soit vous vous dites, eh bien effectivement, ce qui manque, c'est le fait véritablement d'être capable d'amener l'engagement. Et l'engagement, il ne va pas se faire spontanément, c'est moi qui vais le chercher. Et quand vous mettez des posts sur LinkedIn, par exemple, on vous demande, voulez-vous prévenir des gens? Et vous mettez arrobase plus le nom des personnes, vous pouvez en mettre une petite quarantaine, cinquantaine. Dans ces cas-là, alors si vous avez un groupe, vous prenez votre poste et vous leur envoyez personnellement avec leur nom, ce qui veut dire qu'ils vont être plus sensibles à l'envoi, et vous allez vous apercevoir que sur les 50 personnes, les gens vont pouvoir interagir. Et donc, votre groupe va commencer à développer des vraies métriques d'engagement, c'est-à-dire votre groupe va véritablement exister. Non pas simplement parce que vous l'avez lancé, les gens par curiosité, par erreur s'inscrivent, mais parce que vous faites des choses à l'intérieur. Et donc, vous avez des métriques. Alors, des métriques, c'est simple. Les likes, je mets un pouce parce que j'aime bien. Alors, ça peut être des étoiles suivant les réseaux que vous avez. Mais ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous faites en sorte qu'ils s'engagent de plus en plus. Posez des questions personnelles. Demandez-leur à telle personne en disant, toi, tu es justement dans un secteur d'activité qu'on est en train de travailler ou dont j'ai parlé. Qu'est-ce que toi, tu en penses dans ton histoire? Et donc, vous interpellez par des messages personnels et les gens, vous les habituez à venir donner leur avis chez vous. Au début, vous enclenchez la mécanique parce que c'est vous qui le faites, mais au bout d'un moment, ça se fait sans vous. Et donc, ça veut dire que les gens, quand ils ont l'habitude de liker, ils commencent à donner des matériaux. Et donc, l'UGC, c'est le fait que les contenus sont de plus en plus apportés par les gens de votre réseau social. Et ça, c'est génial. Parce que ça veut dire qu'à l'intérieur de ça, si par exemple, je veux lancer une nouvelle formation, moi, je suis un organisme de formation, je veux me lancer sur une nouvelle formation. Si j'ai mes clients qui sont avec moi, si j'ai mes apprenants qui sont avec moi, parce que je les ai amenés dans ce groupe-là, au final, je leur dis, qu'est-ce que vous pensez de cette formation? Et ils vont dire, ça j'aime pas, ou mieux, qu'est-ce que vous mettriez-vous dans cette formation-là? Si je pose cette question-là sur un groupe dont je n'ai pas travaillé l'engagement, on s'aperçoit que les gens ne vont pas répondre. Pire, ils vont se sentir agressés, ils vont décrocher du groupe, ils vont sortir. Et vos métriques deviennent négatives. Donc, ça veut dire que c'est une courbe d'apprentissage. Les gens se sentent bien parce qu'ils sont venus, ce n'est pas par hasard. Dans ces cas-là, vous continuez le fait qu'ils se sentent bien et petit à petit, vous tissez le lien. Et si vous dites, moi, j'aimerais bien travailler dans tel domaine, est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un d'autre? Finalement, vous apercevez que si vous avez travaillé votre courbe d'apprentissage, c'est le groupe qui se dit, moi, ça ne me dérange pas de donner le nom de quelqu'un, mais je le donne parce que j'ai pris l'habitude de partager avec. Et je sais que j'aime bien le groupe, j'aime bien ce qui s'y dit, il s'y passe des choses et je ne me sens pas exclu du groupe. Et donc, mon travail au début, quand je constitue ces groupes-là, surtout quand ils sont en petit nombre, c'est d'aller les chercher pour favoriser le taux d'engagement. Et à moi de me faire des indicateurs assez simples, combien de personnes like, etc. Et quand vous poussez des posts avec justement ce arrobase plus le nom de la personne, vous apercevez que vous augmentez le nombre de posts. Et ce qui est assez génial, c'est que l'algorithme qui est derrière, et c'est ça l'avantage des grands groupes, l'algorithme qui est derrière se dit, tiens, si tout le monde réagit, c'est que c'est intéressant. Et donc, il va le présenter à des gens qui ne sont pas dans votre groupe, mais justement qui vont profiter de l'information. Autrement dit, si vous êtes un peu futé, malin, pas au sens étymologique, possédé par le malin, mais vous êtes un peu malin par rapport aux algorithmes, et que vous ayez par exemple des amis, voire même une famille, dans ces cas-là, vous pouvez leur demander, dans les 2 heures qui suivent LinkedIn, quand vous mettez en ligne votre post, les heures en général, c'est soit au début, quand les gens vont travailler, c'est là où ils suivent les posts, s'ils sont dans des transports en commun, soit c'est en fin de matinée, voilà, essayez des heures suivant votre secteur d'activité. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez choisi votre heure, demandez à votre famille, des gens qui ont des comptes, bien sûr, LinkedIn, vos amis,
Si vous êtes un organisme de formation avec des salariés, avec des formateurs, demandez-leur de liker dans les 2 heures qui suivent. Et là, l'algorithme se dit, s'il y a 4-5 personnes qui likent, je pousse. Mais s'il y en a 10, alors je pousse encore plus. Et dans ces cas-là, vous allez avoir du flux et donc vous allez avoir du trafic. Christopher. Oui, Stéphane, 2-3 questions. Alors, une question de Blandine. Quid de l'utilisation de Discord comme réseau social? Quelle utilisation possible? Discord, c'est un peu comme WhatsApp et c'est un peu comme Telegram. Autrement dit, ils n'ont pas une capacité d'une plateforme qui pousse du contenu. Donc, ça veut dire, c'est un peu comme OnlyFans, comme j'avais dit dans la dernière conférence, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand vous avez déjà une communauté sur les réseaux sociaux, hein, dans ces cas-là, vous leur dites, venez sur Discord, il se passe quelque chose. Et là, ils rentrent chez vous. Dans ces cas-là, c'est un complément. C'est un complément, mais si j'ai personne, la bonne démarche, c'est au départ sur les réseaux sociaux, je fais venir du monde, je fais venir du monde. Tout ça, c'est gratuit, c'est très, très ouvert au maximum. Et quand ils sont là, je les sors pour les ramener sur un réseau social. Vous avez cité plusieurs, ils sont tous très bien. Et dans ces cas-là, à ce moment-là, vous mettez un contenu spécifique. Si vous le faites sur OnlyFans, vous pouvez monétiser ce contenu. Voilà. Mais ça ne peut pas se faire directement parce que là, encore une fois, personne ne vous connaît. Et donc, c'est la même chose que le site. Vous avez créé un bon produit, mais personne ne vient chez vous. Enfin, sauf si vous avez des fichiers qui sont assez conséquents. Ouais. Question de Jacques. Alors, je pense que peut-être tu vas y répondre tout à l'heure, mais pourquoi LinkedIn est devenu moins performant? Ça va préciser la question aussi, je ne sais pas. Ça suppose qu'il l'ait été. Non, ça c'est moche, c'est pas l'esprit de Noël. Donc tout le monde est performant, tout le monde est bien, tout simplement parce qu'ils ne sont pas très créatifs. Et donc ça veut dire que en général, reprenez Instagram. Instagram, ça fait partie de Facebook. Ils sont très créatifs parce qu'ils copient TikTok. TikTok a pris, il y a 3 gros réseaux sociaux, c'est Facebook, Instagram et TikTok. Donc ça veut dire que quand il y en a un qui bouge, alors TikTok a créé des choses complètement nouvelles et Instagram le colle systématiquement. Donc, ça veut dire qu'ils ont un taux de réaction très vite. LinkedIn, ils sont mous, c'est-à-dire qu'en fait, ils disent, alors chaque fois, ils annoncent très vite les choses, et après, vous dites, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, si vous avez un peu de recul, si vous avez un peu d'histoire, par exemple, ils ont une chance inouïe. Vous savez que le groupe Microsoft, c'est aussi Skype. Donc, c'est ce qui a permis de créer Teams. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a de la vidéo. Ils ont des outils. Mettre de la vidéo sur LinkedIn, c'est hyper intelligent. C'est-à-dire que ça deviendrait le YouTube professionnel. Donc, c'est magique. Eh ben, ça fait des années qu'ils proposent du live. Aujourd'hui, on peut faire du live, mais il faut demander une autorisation. Enfin, c'est la croix et la bannière. Alors, on peut le faire sur YouTube et présenter un flux, sauf qu'il est moins poussé en interne. Et donc, ce qui fait qu'il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas du live. De temps en temps, ils se lancent sur quelque chose, mais ils savent tellement mal le faire. Les stories, par exemple, qui marchent très bien sur Instagram, professionnellement, qui marchent très bien sur Instagram. Dans ces cas, ils n'ont pas su copier, donc ils ont retiré les stories. Donc, ils se sont lancés sur quelque chose des choses comme ça où ils ont dit qu'ils vont faire un grand programme sur les podcasts. Bon, on l'attend toujours. Ils l'ont dit ça pendant l'été. Alors, évidemment, ça veut dire que dans un monde qui bouge beaucoup, les gens oublient, mais ça veut dire que chaque fois qu'ils occupent le terrain, aujourd'hui, ils auraient pu prendre le lead sur professionnel, parce que c'est leur positionnement sur la vidéo, ce qui est hyper intelligent. Aujourd'hui, ils mettent tellement de conditions que c'est nul et donc ils passent à côté. Pourquoi? Parce que c'est leur culture, en fait. Ils ne sont pas très créatifs. Alors qu'au départ, 2002 quand même, hein, c'est le premier grand réseau social qui s'est développé. Ils ont explosé les chiffres. Donc, ils ont été hyper créatifs dès le départ. Simplement, depuis qu'ils sont rachetés, ils n'ont pas créé de synergie avec Microsoft pour pouvoir profiter de l'écosystème de Microsoft et faire un truc extraordinaire. Ils sont très bons, mais pas extraordinaires. Dernière question avant de reprendre. Donc, une question de Marie, un peu plus généraliste, qui reprend un peu l'introduction. Et je vais aussi me permettre un peu de répondre sur cette question. Pourrez-vous nous recommander des sites internet sur lesquels référencer nos formations, entre parenthèses, pour la cible des salariés? Alors moi, si je me permets de répondre, pour recommander des formations, déjà, inscrivez votre offre de formation sur le site du C2RP, en sachant que le site du C2RP, cette année, en recherche de formation, on atteint un peu plus de 400 000 recherches. Donc, notre site déjà est très vu. Et ensuite, il va dans différents systèmes d'information, notamment pour les demandeurs d'emploi, alors pas forcément à destination des salariés. Au niveau des institutions, on sera plus sur les OPCO. Voilà un peu la réponse que moi, je voulais apporter. Et Stéphane, je ne sais pas si tu veux compléter cette réponse. Ou le CPF, voilà. Si vous avez Calliope.
Le CPF n'est pas inintéressant. Dans tous ces outils de référencement, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un peu leurs statistiques, c'est-à-dire que de se dire, bon, globalement, combien de visibilité, et puis comprendre comment est-ce qu'ils mettent en avant. Aujourd'hui, les systèmes d'information sont des systèmes qui ne sont pas très, très clairs, mais si vous êtes dans une région, donc si vous êtes contraint si vous faites du présentiel, donc vous savez que vous allez rester dans une même région parce que vous n'avez pas travaillé toutes les régions en général, sauf si vous avez un positionnement national, ce qui est très bien aussi. Dans ces cas, dans votre région, vous dites quelles sont un peu les têtes de gondole. Les têtes de gondole, vous avez Pôle emploi, vous avez C2RP qui est très bien, vous avez toutes les structures de ce type. Donc, vous allez voir, vous discuter. Si c'est des gens sympas, ces 2RP, oui, ils le sont. Les autres, on va faire l'hypothèse, c'est l'esprit de Noël. Donc, dans ces cas-là, après, des fois, vous tombez sur des gens qui ne sont pas complètement finis. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas envie de faire cet effort de marketing. De toute façon, ce marketing-là est un marketing qui ne vous exonère pas de faire votre boulot. Et votre boulot, ce n'est pas d'aller placer chez les autres, ou alors, et c'est ça le petit truc sur les réseaux sociaux, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller, par exemple, sur Amazon. D'aller sur Groupon. Et à développer. Et oui, c'est pas mal parce que vous avez des formations. Donc, l'avantage, c'est que vous avez des formations scalables. Donc, ça veut dire qu'elles sont faites et elles ne vous coûtent plus rien puisqu'elles ont déjà été faites. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire, par exemple, vous profitez du Black Friday. Vous avez vu que tout le monde connaît le Black Friday. Donc, si vous faites une promotion qui doit être à 50%, vous allez être très mis en avant par le moteur de recherche. Amazon, hein. Donc, Amazon a une puissance que tous les autres n'ont pas, même réunis. Donc, ça veut dire que vous dites, dans ces cas-là, cette formation-là, parce que c'est Black Friday, ça marche aussi pour Noël, hein, ça marche sur tous les trucs, on l'a fait à 50% de la formation. Si c'est un produit scalable, ça va vous permettre déjà de l'amortir par d'autres canaux. Et là, vous avez une opportunité de faire venir beaucoup de monde à un temps donné. Si vous vous calez dans le pire des cas, si vous avez réservé, soit vous avez votre propre salle, donc avoir les frais que ça génère. Mais si vous êtes sur Zoom, parce que de plus en plus, avec la nouvelle vague, les gens reviennent sur du Zoom, ça ne vous coûte rien. Bloquer Zoom ou Teams, c'est pareil. Donc, vous mettez dessus, et dans ces cas-là, vous dites à moitié prix. Pour vous, ça vous prend 1 journée, 2 journées ou 3 journées. Si c'est un produit qui est votre produit phare, votre produit d'appel, alors dans ces cas-là, vous tirez le fil. Autrement dit, vous profitez de ces mastodontes, de ces hypermarchés. Ça marche très bien. Ceux qui l'ont essayé sont très contents de ça. Je vous le dis franchement. Donc, aujourd'hui, tentez-le. Simplement, il faut avoir un système de paiement sur Amazon et puis après, vous les faites venir. Vous les faites venir non pas, ça dépend de votre stratégie, mais non pas sur votre produit de cœur, mais surtout sur des produits d'appel. Si vous avez 2 produits, sinon tout marche bien. Et dans ces cas, vous profitez de ces espaces. Donc, vous avez le Bon Coin, vous pouvez mettre ça aussi sur le Bon Coin, par exemple. Enfin, voilà. Et donc, vous dites, alors il faut mettre un teaser hein, quand même, faut mettre, mais ça veut dire que les gens viennent. Et les gens sont prêts à payer des sommes conséquentes. La dernière personne qui m'en a parlé, c'était 1 500 € pour une formation sans aucune prise en charge. Et comme vous avez une masse très importante de personnes qui sont, et bien sûr, avoir un produit qui tienne la route, mais ça, ils le sauront à l'usage, donc d'avoir un produit attractif. Et dans ces cas-là, vous tirez votre fil, ce qu'on appelle les tunnels de vente, pour dire, pour ceux qui sont venus, on leur donne un cadeau, l'esprit de Noël. Voilà. Ok, donc, merci. Juste pour préciser aux participants, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, vous pouvez télécharger le support en haut à droite, vous avez un petit icône pour le télécharger. Voilà, il y a quelques liens qui sont très utiles que Stéphane nous a mis dedans. Voilà, je te laisse continuer, je reviens tout à l'heure lorsqu'il y a des questions. Merci. Alors, bien volontiers. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez, parce qu'après, je ne serai plus là. Donc, après, les questions, vous les aurez tout seul. Et donc, autant que je réponde directement. Alors, on a parlé, on va le faire. Donc, LinkedIn. LinkedIn, c'est le support qui va bien. Vous savez qu'avant, il y avait eu Viadeo, qui avait été créé quasiment à la même époque, à 2 ans près. Viadeo qui était français, qui était une belle réussite à l'époque. Et puis, Viadeo n'a pas su trouver son rythme avant même d'aller que LinkedIn soit racheté par Microsoft, qui n'a racheté qu'un produit qui marchait bien. Donc, Viadeo s'est enfermé sur l'international. Ils ont mal géré leur déploiement. Et donc, ils se sont plantés. Aujourd'hui, ils appartiennent à un groupe Le Figaro, qui a récupéré, parce que c'est un outil pas inintéressant avec des bases de données assez sympas. Mais ce n'est plus du tout le même état d'esprit, alors qu'à l'époque, ils étaient vraiment à touche-touche. Et en France, bien sûr, Viadeo était beaucoup plus présent. Donc aujourd'hui, si vous êtes sur Viadeo, mon conseil, ne le dites à personne. Voilà. Donc, ce n'est pas un élément de valorisation. Hein. Donc, si vous l'êtes, mettez-vous en personne en ghost sur Viadeo, parce que ce n'est pas un élément de valorisation.
Donc, quand vous êtes sur LinkedIn, comment est-ce que vous faites? Déjà, vous devez créer une page. C'est très important de créer une page, non pas parce que la page va vous permettre d'être votre espace qui est à vous. Si vous restez sur les gens qui viennent vous voir, vous avez un fil d'actualité. Autrement dit, il y a de l'actualité qui est la vôtre, très bien, avec les gens qui vous suivent. Et dans ces cas-là, on suit le fil d'un appel à un autre. Or, on ne connaît pas votre histoire, mais on connaît l'histoire des gens qui sont dans votre groupe. Et donc, ça vous oblige à suivre ce que disent les autres. Alors, quand vous êtes sur votre page, vous avez la possibilité de raconter votre histoire. Vous mettez les posts que vous avez identifiés, qui sont les vôtres si vous produisez vos posts, qui sont ceux d'autres que vous avez identifiés. En tout cas, vous mettez votre histoire. Et donc, sur votre page, l'avantage, c'est que sur le groupe, vous pouvez avoir un maximum de gens qui vous suivent, 30 000 personnes qui vous suivent sur LinkedIn. Donc, quand vous arrivez à 30 000, vous êtes obligé de faire un deuxième compte. Donc, je vous conseille de faire ça. Sauf qu'en général, il faut quand même avoir plus de 500 personnes qui vous suivent. Donc, essayez d'appeler un peu tous vos amis, de lancer un peu des appels dans l'esprit de Noël, à mon avis, il y a des gens qui vont vous suivre. Pourquoi 500? 501, parce que quand vous arrivez à 500, un peu plus de 500, on ne connaît plus le nombre de personnes qui vous suivent. Sauf si vous allez sur les smartphones où là, vous pouvez avoir les informations. Mais en général, les gens voient que vous avez un petit réseau, donc ça vous permet de vivre heureux parce que vous pouvez cacher. Une fois que vous avez créé votre page, vous pouvez en créer plusieurs de pages. C'est-à-dire que si vous avez 2-3 thématiques qui vous tiennent à cœur, vous tirez vos thématiques et vous les développez à votre rythme. Et les gens s'inscrivent directement sur votre page. Et donc, vous pouvez segmenter ainsi votre population, suivant, par exemple, vous pouvez mettre les apprenants, vous pouvez mettre aussi les acheteurs de formation et vous pouvez être militant sur quelque chose qui vous tient à cœur, quel que soit le domaine de votre compétence. Voilà, donc, et tout ça dans le même système, ce qui est pas mal. Quand vous êtes sur la page, voilà, quand vous avez créé ces espaces-là, vous avez 2 stratégies intéressantes. La première, c'est de créer vos routines. Voilà. Pour que les réseaux sociaux, ça marche, il faut habituer les gens à ce que vous fassiez quelque chose. C'est-à-dire que vous dites tous les lundis, tous les mardis, toutes les dates sont bonnes, tous les jours. Il y en a qui font des choses tous les jours. Ça nécessite un peu de logistique, ça dépend de ce que vous produisez. Mais tous les mardis, à 11h, à 10h, etc., gardez quelque chose de très récurrent. Dans ces cas, vous produisez quelque chose. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que les gens, si vous mettez un article, si vous mettez une vidéo, si vous mettez un texte, enfin, tout est bon. Dans ces cas, ils savent que le mardi, vous mettez quelque chose. Et moi, je vous aime bien, je vous suis de loin. Bah, ça fait plusieurs fois, je me suis dit, à mon avis, j'ai dû rater 3-4 vidéos. Et donc, je reste accroché même si je ne suis pas là. Donc, l'idée de la routine, c'est quelque chose de très important parce que c'est ce qui permet de faire en sorte que ça dure. Je l'avais cité sur les podcasts. En général, les podcasts, c'est hyper intéressant, sauf que les gens se disent, c'est compliqué, j'aime pas trop faire ça. Et les gens arrêtent au bout d'une dizaine de podcasts. Or, on s'aperçoit que avec Format Radio, on lance des podcasts, on en a plus de 200. Donc, soit on n'a pas compris qu'il fallait s'arrêter, ce qui est possible aussi. Soit on s'est dit, mais au bout d'un moment, tous les lundis, on met une vidéo. Donc, le dernier, c'était un projet sur le MEDEF international. Voilà, donc vous le suivez. Les gens se disent, il y a quelque chose d'intéressant et j'écris une histoire chaque fois particulière. Au final, ils ne viennent pas, ils savent qu'ils ont raté quelque chose. Et comme je le mets sur LinkedIn, dans ces cas-là, ils savent que sur LinkedIn, ils peuvent liker, regarder un peu ce qui se passe. Je rajoute des choses en supplément dans ces cas-là et ça leur permet d'avoir de l'information. Je développe aussi chaque fois un site de façon à ce que je reste propriétaire de mon contenu. Je vous invite à le faire chaque fois que possible parce que ça vous permet, avec ce contenu-là, de le mettre sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, etc. Mais ça vous permet aussi, le jour où LinkedIn vous dit, et ça m'est arrivé sur Facebook, mon contenu était inapproprié, voilà le terme qu'ils ont choisi, c'est de la formation professionnelle. Hein, je veux dire, alors, bon, soit ça, c'est inapproprié, mais c'est un peu délicat. Et donc, en fait, ils ont trouvé que mon contenu est inapproprié. Pourquoi? Parce qu'il venait de l'extérieur et parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore, et c'est mal encore défini, des podcasts internes. Mais ça veut dire qu'à partir de là, ils m'ont bloqué mon compte pendant un mois. Voilà. Et donc, et certains des contenus ne sont toujours pas disponibles. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté d'être sur Facebook. Donc, je me suis dit, ça ne m'intéresse pas. Sauf que s'ils le font, que c'est mon seul outil de communication, ben, dans ces cas-là, j'en ai plus du tout. Alors que si j'ai un site à côté, WordPress simple, hein, vous mettez votre site à côté, le jour où LinkedIn vous dit on bloque, vous mettez tout sur d'autres réseaux, vous faites votre migration, vous continuez à avoir quand même des choses. Donc, c'est pour ça que je vous invite à avoir deux ou trois réseaux
sur lesquels vous mettez des choses de façon à avoir des alternatives parce que ces réglementations sont souvent gérées par des algorithmes et donc quand ça vous tombe dessus, c'est un peu délicat. Voilà. Mais une fois que vous avez déterminé votre page, ben reste à dire, vous savez qu'il faut dire des choses. Donc, qu'est-ce que vous dites? Vous avez une ligne iconographique, c'est-à-dire que quelles sont les images que vous utilisez? Quelles sont les couleurs que vous utilisez? Pinterest vient de publier pour 2022, il faut des couleurs qui soient flash, qui soient fun, qui soient vivantes. Hein, beaucoup de couleurs, beaucoup de couleurs, beaucoup de couleurs. Donc, si vous suivez Pinterest, qui en général sont assez bons dans leurs prévisions, parce qu'après, ils analysent leurs prévisions et les écarts. Et ils arrivent toujours à prévoir sur l'année qui va venir à 80% ce qui sort. Donc, ce qui est pas mal quand même comme résultat, à partir des algorithmes, des tendances, des requêtes, etc. De ce qui est... Donc, c'est un bon indicateur, mais après, apprendre ou à laisser. En tout cas, vous dites dans votre... quelles sont les couleurs qui sont les vôtres? Est-ce que vous mettez des images? Est-ce que vous mettez des gens qui sont souriants? C'est mieux que des gens qui sont en pleurs. Mais ça veut dire, est-ce que vous mettez des êtres humains? Il y en a certains qui aiment bien mettre des constructions humaines, des ponts, des bâtiments, des choses comme ça. Suivant les thématiques, ça peut avoir du sens. Suivant vos goûts aussi, ça peut avoir du sens. Là où d'autres préfèrent mettre des murs végétaux, des plantes, etc. D'autres y mettent de la poésie. Tout est bon, y compris dans le monde professionnel. Tout dépend de la ligne iconographique que vous développez. Donc, moi, je vous invite à prendre une dizaine d'images sur Pixabay ou des choses comme ça. Donc, c'est des images gratuites et libres de droit. Hein, donc, pensez à ça quand même. Ça coûte assez cher. Donc, je vous invite à aller dessus. Et puis, finalement, vous voyez à peu près ce qui se dégage. Ouais, choisissez une dizaine, comme ça, vous êtes sûr que ces images-là sont à peu près cohérentes. Et après, vous intégrez dans votre histoire d'autres images comme vous le voulez. Si vous faites des logos, des choses comme ça, ça vous permet aussi de savoir un peu comment vous voulez fonctionner. Vous pouvez faire des choses marrantes si vous aimez dessiner, vous avez des logiciels qui vous permettent de le faire. Tout est bon, mais l'idée, c'est dans la routine, c'est que ce soit toujours la même chose tout le temps. Voilà, ça, c'est la force d'un réseau social. Tout le temps la même chose, tout le temps la même chose, voilà, tout le temps. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant à ce moment-là, une fois qu'on a fait ça, il manque la deuxième partie des réseaux sociaux et de LinkedIn, c'est de se dire comment je crée des événements. Et là, LinkedIn est assez intéressant parce que vous avez sur le côté créer un événement que vous pouvez créer sur YouTube, vous pouvez créer ailleurs, mais ça vous permet de prévenir les gens de LinkedIn que l'événement arrive, qu'on se rapproche de l'événement, et donc ça vous permet de teaser. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ça veut dire surtout que les gens de votre communauté savent qu'il se passe des trucs chez vous. C'est-à-dire que comme dans un vieux couple, quand ça fait des années que le mardi, c'est ravioli, au bout d'un moment, on a un petit peu marre des raviolis, on aimerait bien changer. Ou en tout cas, que ça passe le jeudi. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, qu'est-ce que je fais d'un peu extraordinaire? Et là, vous avez la possibilité de revenir sur ce que je disais, interviewer des gens, poser des questions, prenez des sujets un peu transgressifs, thématiques, dont vous n'avez pas l'habitude de traiter. Et ce n'est pas inintéressant de faire un événement tous les mois, tous les 2 mois maximum, sachant que ça peut être, vous interviewez les gens sur YouTube et vous mettez le lien sur LinkedIn, ça veut dire que vous prévenez tout le monde en amont que ça va être génial, voilà les sujets qu'on va traiter, vous leur posez des questions, quelles sont les questions que vous voulez entendre, ceci, cela. Une fois que c'est fini, vous faites les idées fortes, donc faites des posts, si vous êtes sur LinkedIn, sur Instagram, faites des stories avec des images pour dire voilà les messages forts qui ont été lancés. Et pareillement, vous mettez une petite vidéo pour remercier, peut-être du off, c'est-à-dire que vous faites des choses qui sont très propres sur YouTube, mais vous continuez à enregistrer et donc vous coupez la vidéo pour faire 3-4 minutes à la fin pour dire qu'est-ce qui vous a plu, etc., des choses comme ça, donc le making of, et donc ça permet de raconter une belle histoire sans que ce soit très compliqué à porter. Moi, mon conseil, c'est il vaut mieux faire en grande quantité plutôt qu'en grande qualité. Quand vous faites trop de qualité, vous éloignez les gens des réseaux sociaux de vos contenus. Or, ce qu'ils veulent, c'est être dans les contenus et participer. Si vous voulez avoir du bon engagement, ça veut dire qu'à un moment, ça doit grésiller, à un moment, ça ne doit pas être tip-top, parce que plus vous êtes trop propre, dans ces cas-là, moins vous êtes accessible. Et donc, n'hésitez pas à être quelque part, à salir votre image dans la mesure du respectable, bien sûr. Voilà. Mais c'est important pour pouvoir faire le lien, et vous le savez si le lien est là, parce que les gens s'engagent, etc., parce que les gens profitent davantage de ça. Et ils se disent, là, il s'est passé quelque chose. Le fameux FOMO, je vous suis parce que chaque fois que je vous suis, il se passe un truc un peu sympa. À vous d'inventer ce un peu sympa. Alors, si vous n'avez pas d'idée, parce que vous n'êtes pas très créatif, dans ces cas-là, profitez des événements. Là, c'est Noël. Qu'est-ce que vous faites pour Noël? Un calendrier de l'Avent. Alors, vous n'êtes pas obligé de le démarrer au 1er décembre, si vous dites ça fait beaucoup. Mais si vous faites 10 jours avant,
votre calendrier de l'avant. Donc, vous avez à amener l'événement. Dans ces cas-là, vous faites 10 personnes que vous interviewez sur 5 secondes ou 5 minutes, pardon, sur une question ou deux. Ça peut être mettre des thématiques, mettre des citations qui sont inspirantes, mettre des… Voilà. Et donc, ça vous permet d'en faire 10 d'affilée. Donc, c'est pas mal. Ça vous permet d'avoir un événement. Vous pouvez démarrer en janvier vous dites les vœux pour l'année prochaine. Quels sont vos vœux? Et donc là, vous êtes sur du 2.0, vous faites participer la communauté. Et dans ces cas-là, vous leur dites qu'est-ce qu'on pourrait faire nous ensemble, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse pour l'année prochaine. Et dans ces cas-là, vous leur posez la question dans le groupe. D'accord? Donc, ça permet justement d'aller chercher les gens et de les faire participer. Et quand ils participent, on se rappelle bien pourquoi est-ce qu'on fait ça. C'est pas pour dire, ouais, moi je suis sympa, je connais du monde, etc. Enfin, vous êtes sympa et vous connaissez du monde, j'en suis sûr. Mais ça veut dire que c'est derrière, je vais essayer de comprendre leurs attentes pour tirer leurs attentes et leur proposer des solutions monétaires, parce qu'on est là pour faire du business, dont ils ont besoin et qui correspondent bien exactement à ce dont ils ont besoin. Et pour ça, il faut les laisser parler, il faut leur donner la main pour que justement, je leur dise, très bien, moi je connais mon métier, je peux vous faire le produit de formation, parce qu'on parle de formation, le produit dont vous avez besoin. D'accord? Et donc, c'est ce travail-là avec derrière, si vous reprenez ce qu'on avait mis dans la deuxième émission, l'écosystème qui va bien avec la stratégie, la longue traîne. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse quantité de personnes. Plus vous avez des petits groupes, plus il faut avoir un nombre plus important de petits produits. Hein. Et donc, dans ces cas-là, vous pouvez faire beaucoup de chiffres d'affaires à condition d'avoir quelque chose à dire et qu'il se passe quelque chose. Si vous êtes très bon orateur, le groupe que vous avez, c'est les apprenants. Et donc, les apprenants vont venir. Pour les faire venir, vous leur dites, je vous donne une stories, une synthèse de tout ce qui a été dit avec une imagerie que vous avez créée sur votre produit phare. Donc, ils viennent télécharger. Pour ça, ils s'abonnent. Voilà, ils vous donnent le lien de façon à recevoir votre newsletter. Ça y est, c'est fait. Dans ces cas-là, après, qu'est-ce que vous mettez dans la newsletter pour que ce soit un peu sympa, un peu vivant, etc. Voilà. Donc, c'est ce travail-là qui va vous permettre de créer l'habitude de l'échange et de l'engagement. Engagement qui va permettre le fait de pouvoir s'engager sur un produit qui peut les intéresser. Et là, pareillement, quand vous faites un produit, vous teasez votre produit en disant c'est génial, si vous inscrivez pour tel prix, etc. Et les gens vous suivent bien parce qu'ils ont confiance en vous. Et on est très surpris de voir que la proximité qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux, des fans, des gens qui adorent ce que vous dites, qui ne le diront jamais, parce qu'il y en a grosso modo 10% dans les réseaux sociaux qui interagissent. Et donc, il faut aller chercher davantage pour pouvoir… Et c'est à vous de faire ça. Si vous attendez tout seul dans votre coin en disant « j'espère qu'ils vont me parler, etc. », c'est comme tout le monde, on sait très bien que si je veux que les gens me parlent, je vais leur parler d'abord. Et ça, c'est votre boulot. Et si votre domaine de compétences vous intéresse, vous choisissez des gens qui vous intéressent particulièrement. Et donc, là, je reviens à la question qui m'avait été posée sur quand on a une cible qui est particulière, que ce soit métier, etc., et qu'on veut rester dans cette cible. L'aéronautique, par exemple, avait la même problématique il n'y a pas très longtemps. Comment est-ce qu'on fait ? Tout simplement, on identifie sur le moteur de recherche de LinkedIn, on identifie les gens qui sont dans ce secteur d'activité. Alors, vous identifiez sur leur métier. Alors, soit vous dites, moi, j'aimerais bien des gens qui travaillent à la formation, c'est un peu large. Vous dites, j'aimerais bien qu'ils travaillent dans ma région, déjà, c'est plus intéressant. Et j'aimerais bien qu'ils sachent faire ça, etc. Et vous mettez 2-3 critères. À ce moment-là, ils vont apparaître des listings qui sont… Alors, évidemment, si vous prenez tout le Hauts-de-France, vous arrivez forcément… ils vous proposent… vous avez, je crois, 1000… vous avez 1000 personnes sur une recherche maximum. Donc, si ça déborde, il faut affiner, comme ça, vous trouvez les gens qui vous intéressent. Et quand vous avez des gens qui vous intéressent, dans ces cas-là, ça peut être des responsables de formation. Vous leur dites, dans ces cas-là, est-ce que vous voulez être mon ami ? Si vous dites ça comme ça, à mon avis, le taux de conversion va être modeste. Mais si vous leur dites, c'est génial parce que, non pas j'ai quelque chose à vous vendre, vous imaginez bien que sinon, c'est encore plus que modeste, vous êtes blacklisté à vie, mais dans ces cas-là, vous dites, on a monté un petit groupe pour discuter sur, si vous êtes dans la formation de l'EdTech, donc comment, dans le secteur de la santé, l'EdTech peut changer. Et aujourd'hui, avec le virtuel, il y a plein de choses, et les pédagogies immersives, il y a des choses extraordinaires. Et tiens, justement, Nicolas Dupin, président de France Pédagogie Immersive, on a pensé faire une interview avec lui de façon à ce que vous puissiez lui poser toutes les questions. Et donc, dans ces cas-là, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est gratuit et vous mettez tous les critères que vous voulez. Et donc, la personne va se dire, tiens, ça me plaît bien. Pourquoi ? Parce que si je me mets à sa place, ou la personne dit, je vous aime pas, ou j'aime pas les gens en général, je viens pas, ou soit la personne dit, ça peut être intéressant, je vais regarder.
Et donc, en général, quand ils regardent, après, ils restent. Voilà. Et après, vous travaillez votre engagement. Mais voyez, la question, c'est de se dire comment j'arrive à constituer ça. Ben, vous avez un moteur de recherche dans LinkedIn qui vous permet de classer ça. C'est très intéressant. Et donc, après, vous montez en puissance. Et quand vous les avez, l'idée, c'est de surveiller pour qu'ils ne partent pas. Voilà, sur votre thématique. Voilà. Donc, la clé sur votre groupe, c'est de se dire, ben, dans le groupe qui est le mien, déjà, premièrement, est-ce qu'il existe des groupes qui sont déjà constitués? Peut-être que ça m'évitera de faire l'animation de mon groupe. Mais moi, je préfère être animateur de mon groupe parce que comme ça, je l'amène où je veux. Parce que j'ai des thématiques qui me plaisent. Et donc, c'est ça que je veux déployer avec eux. Et dans ces cas-là, bah, vous portez votre histoire. D'accord? Voilà, c'était pour répondre à la question. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement, mais ça vous permet d'avoir une thématique. Et si vous vous dites, je suis un organisme de formation généraliste, mais il y a un domaine sur lequel je suis assez bon et j'aimerais bien, bah, vous faites 2 pages. Vous faites une page généraliste et vous faites une page sur LinkedIn qui est dans votre domaine de compétences, sur lequel vous mettez des contenus qui vous paraissent plus appropriés, plus segmentés, comme on dit. Et dans ces cas-là, bah, les gens vont venir vous voir si vous allez les chercher. D'accord? Donc, ça vous permet petit à petit de tisser ça. Et comment vous voyez ça? Bah, dans vos métriques, combien de personnes sont venues? Bah, invitez-en d'autres. Donc, vous avez la possibilité, dans ces cas, de passer à LinkedIn Premium pour dire, bah, justement, vous allez pouvoir rechercher davantage et leur faire des invitations. Mais si votre invitation, c'est juste de dire on existe, donc il faut trouver une accroche, mais à vous de la construire. Un événement, c'est pas mal. On monte un webinaire avec une personnalité dans ce domaine-là. Donc ça, c'est intéressant. Ou venez, on est déjà nombreux. Dans ces cas, les gens se disent, je ne suis pas perdu. Mais au départ, quand vous n'êtes pas encore nombreux, dans ces cas-là, il faut constituer avec une accroche. On dit un événement. Voilà. À vous de construire un événement. Et les gens sont assez preneurs. Vous avez beaucoup de personnes qui sont prêtes à le faire. Je suis prêt à le faire si votre projet tient la route. Pour vous dire, je vous accompagne sur ces sujets-là. Je fais votre première interview si vous faites quelque chose de bien dans la durée. Voilà. Donc, si c'est juste pour un événement, gardez-le pour vous. Mais si c'est un truc dans la durée, je ne le ferai pas la durée, mais ça veut dire que vous voulez vous lancer, moi, je viens volontiers. Voilà, j'ai une petite communauté qui me suit. Et dans ces cas, voilà. Et après, derrière, vous savez que vous allez tirer le fil pour faire des choses qui vont être bien après. Hein. Mais en tout cas, ça, c'est mon cadeau de Noël. Donc, n'hésitez pas. Donc, à vous de créer ces événements. Une chaîne YouTube, ça ne coûte rien à organiser. Donc, tout est bon là-dessus. Donc, ça, c'était pour répondre pleinement à la question. Je voulais montrer un peu comment est-ce qu'on fonctionne. Les responsables de formation, quand ils achètent de la formation, en général, ils ont 2 canaux privilégiés. Soit ils n'ont pas d'idée, c'est Google. De plus en plus, quoi qu'on en dise, ils vont sur Google, ils tentent de façon à faire une présélection et après ils demandent à leurs camarades qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils connaissent, etc. Donc, c'est un référencement naturel sur Google. Si vous avez des réseaux sociaux, vous allez voir que ça va monter très rapidement. D'où le fait d'avoir aussi votre site qui est intéressant et de vous inscrire si vous êtes un organisme de formation à Google Business. Automatiquement, le référencement est plus facile puisque vous êtes de la maison. C'est gratuit tout ça, donc il n'y a pas de gêne. Et le deuxième élément, souvent, c'est que si vous prenez un petit territoire, un petit périmètre, vous devenez rapidement une belle référence dessus. Et dans ces cas-là, votre communauté va venir parce que vous avez choisi des choses assez pointues. Si vous dites c'est management en général, avant que vous soyez leader en France, ça va être compliqué. Si vous dites, par exemple, c'est le management du bonheur en entreprise, donc bonheur et entreprise, c'est certains disent des oxymores, hein, tout est bon, mais ça veut, et derrière, vous développez une idée, ce que les Américains font très, très souvent, il y a plein de littérature dessus, des choses passionnantes. Dans ces cas-là, vous choisissez un angle de militantisme. Bon, vous développez le bonheur dans un monde qui en souffre, automatiquement, vous êtes plutôt sur une bonne pente. Et dans ces cas-là, vous avez des gens qui vont vous suivre par le plaisir, parce que vous allez avoir des images qui vont bien, des gens qui sont inspirants, voilà, qui vous inspirent vous en tout cas. Mais au bout d'un moment, les gens vont vous suivre dans votre univers. Et donc, dans ces cas-là, petit à petit, comme ils vous suivent, vous allez commencer à tirer votre fil de façon à leur dire, ça tombe bien, le bonheur, c'est vrai que c'est quelque chose qui est une donnée innée, mais c'est aussi une donnée acquise. Autrement dit, vos parents vous ont donné une facilité d'accès au bonheur, ce qui est vrai neurologiquement parlant, de par les gènes qui vous ont transmises. Mais nous, on va travailler avec vous pour vous dire comment est-ce que vous pouvez construire le bonheur, la meilleure vie que vous puissiez avoir. Votre vie de rêve, on va vous aider à la construire. Et ça, sur la science, neurosciences, si vous voulez garder cet angle. Et donc, vous tirez votre fil dans toute votre communauté. Vous pouvez avoir un certain nombre qui viennent. Et si vous les avez favorisé cet engagement, ils vont venir sur votre formation. Autrement dit, vous allez faire de la formation inter. Et donc, la formation inter, c'est celle qui rapporte le plus d'abord, hein, pour le dire clairement. Et c'est celle qui permet justement, avec vos réseaux sociaux, vous faites au départ une session été, une session hiver, un peu comme dans la mode, et petit à petit, vous faites du remplissage.
Autrement dit, vous pouvez vivre très agréablement avec ces éléments-là. Et si vous faites des accompagnements, du coaching, etc., vous pouvez tirer votre fil pour faire votre écosystème comme on l'a vu ailleurs. Donc, ça veut dire que les réseaux sociaux, c'est vraiment votre outil. Et vous ne passez pas par tous ces donneurs d'ordre qui sont souvent très bureaucratiques, très, très administratifs. Donc, si vous les avez dans votre poche, gardez-les. Mais vous n'avez pas besoin d'eux. Parce que si vous construisez, et ce n'est pas un gros travail d'investissement, le vrai conseil, c'est posez-vous. Vous dites sur quoi je travaille, qu'est-ce que je choisis comme réseau social, quels sont mon rythme de production, quels sont les événements que je fais. Et une fois que c'est calé, après, vous rentrez en mode automatique. Vous préparez votre programme sur l'ensemble de l'année 2022 et vous êtes tranquille. Vous n'êtes pas à l'abri de s'il y a un changement, vous changez quelque chose, mais c'est plus facile de changer alors que vous avez votre histoire sur toute l'année. Autrement dit, l'histoire, vous vous posez, prenez une demi-journée. Comme ça, l'avantage, c'est prenez, si vous avez des amis ou si vous êtes à 2-3, faites un brainstorming. Comme ça, trouvez ça, vous l'écrivez, en 3 heures, c'est fait. Et après, vous êtes tranquille, vous pouvez le gérer tout seul. Si vous n'êtes pas là tout le temps parce que vous avez un métier, mettez des agrégateurs. Il y en a qui sont gratuits. Je pense à Hot, H2OT Suite, qui vous permet d'avoir une dizaine de posts que vous pouvez mettre automatiquement, ou une trentaine, je crois, de posts que vous pouvez mettre automatiquement gratuitement. Autrement dit, vous n'êtes pas là parce que vous avez un métier, le HotSuite va mettre en ligne ce que vous avez déjà préparé. Donc, les gens qui voient, ils se voient qu'il y a un rythme et que vous avez toujours une activité. Autrement dit, ce n'est pas très, très compliqué à gérer. Le seul élément, c'est de savoir ce que vous voulez dire et comment vous voulez le faire. Faites-vous plaisir. Année après année, vous allez grandir. Ça, c'est ce qui va vous permettre de gagner beaucoup d'argent pendant très longtemps. Voilà. Donc, à condition, bien sûr, de vous lancer. Si vous ne lancez pas. Et donc, comme Noël arrive, je vous invite à le faire pendant Noël. Donc, ça, c'est bien. Je voulais terminer, sauf qu'il y a des questions. Oui, il y a une petite question en attente de Oksana. Que pensez-vous de proposer des formations sur Indeed? Sur Indeed, Indeed, c'est un réseau social que je ne connais pas bien. Donc, je ne voudrais pas dire de bêtises. Je pense que, après, en fait, ils proposent des offres d'emploi, mais c'est vrai qu'il y en a qui proposent aussi, en fait, au lieu de l'offre d'emploi, qui mettent en ligne l'offre de formation. Parce que je comprends, je pense que la question est tournée dans ce sens. Moi, ça dépend de votre cible. Si vous travaillez, vous allez sur Pôle emploi, vous pouvez le faire aussi si vous avez un conseiller qui vous permet de travailler sur ces éléments-là. L'avantage, c'est que la question, c'est est-ce que vous travaillez avec un financement et une prise en charge? Auquel cas, dans ces cas, c'est l'organisme qui vous prend en charge, qui doit donner un peu ses critères. Mais de toutes les façons, mon conseil, c'est devenez propriétaire de votre propre outil de communication. Quitte à aller sur Indeed, vous pouvez en avoir. Pôle emploi, vous pouvez déposer aussi. Vous avez plein, Monster, vous pouvez avoir plein d'outils comme ça. Chaque fois, ce n'est pas inintéressant. Testez-le et voyez le taux de conversion. Voilà. Et voyez comment ça fonctionne. Si c'est gratuit, ça se tente. Voilà. Après, je pense qu'Indeed doit être payant. Jacques met ça aussi dans la conversation. Indeed est payant pour les offres d'emploi. Donc, je pense que si on veut mettre une offre de formation, et puis derrière, s'il y a des modérateurs, est-ce qu'ils vont finalement accorder ça dans le temps, mettre des offres de formation sans emploi derrière? C'est quand même basé sur l'emploi, Indeed. Après, alors, a priori, moi, je pense que ça doit être payant intuitivement, mais parce que je ne vois pas pourquoi ils feraient ce cadeau-là aux gens, mais à creuser. Et donc, si c'est payant, il faut voir le coût et surtout ce que ça rapporte, ça se tente. Vous allez sur, par exemple, Udemy, qui est une plateforme sur laquelle ils vous font de la promotion. Ils prennent 50% de votre chiffre d'affaires. C'est beaucoup, 50% du chiffre d'affaires. Sauf que si vous mettez des petits produits, ça fait un produit d'appel. Les gens, quand ils vous connaissent, ce n'est pas pour rien qu'ils ont choisi cette formation. Vous leur dites, c'est très bien, je vous propose autre chose après. Et donc, c'est votre stratégie, ce qu'on a déjà vu avec la dernière conférence. Justement, c'est votre stratégie à mettre en œuvre. Mais ça veut dire qu'après, c'est ouvert. À mon avis, tester. Le seul problème, c'est que quand vous êtes sur des plateformes de cette nature-là, c'est qu'à un moment, vous dépendez de la stratégie de l'autre. Pourquoi pas, si vous êtes rentable, vous y trouvez, pas de souci. Mon conseil, c'est mettez en parallèle votre propre stratégie. Comme ça, le jour où l'autre va vous dire finalement, j'ai choisi un peu comme le fait Apple, je prends 30%. L'école.com, je crois qu'ils prennent 15%. Donc, 15%, c'est pas mal. Je veux dire, c'est pas inintéressant, ça dépend de vos frais, etc. Mais en général, ça passe. Donc, vous dites 30%, ça passe aussi. Ça dépend de votre modèle économique. Mais ça veut dire qu'au final, le jour où ils se disent non, on a changé notre fusil d'épaule, on va le faire nous-mêmes. Ce qui est souvent un peu la tendance, parce qu'on se dit une fois que sur des produits un peu standards, ça passe, quoi. Ou alors on va choisir d'autres prestataires, vous êtes dégagés un peu comme des malpropres, vous dites oui, mais ils sont pas gentils.
en fait, si vous n'êtes pas fini, quoi, je veux dire, à un moment, soyez autonome parce que ça ne vous coûte rien de le faire. Finissez votre travail proprement. Et si vous avez des stratégies avec eux, c'est quand même plus pratique de dire, nous, dans une négociation, on représente 10 000 personnes qui nous suivent. On a des réseaux sociaux qui sont hyper intéressants, hyper dynamiques, alors qu'en général, quand vous les voyez, eux, sur les réseaux sociaux, c'est très modeste. Hein. Et dans ces cas-là, ils vont être peut-être très contents de vous dire, nous, on va vous faire un prix, on va vous baisser les prix, parce que pour nous, à charge de revanche, de temps en temps, placer des postes à nous. Et donc, ça veut dire que vous avez un vrai pouvoir. Et ça, aujourd'hui, c'est gratuit. Donc, autant développer votre système de force avec les réseaux sociaux, faites-vous plaisir. Allez, un dernier point juste un dernier point, un grand organisme de formation, un jour a décidé de retirer, donc il travaillait beaucoup avec des freelances, de retirer 100 € par jour à ce qu'il donnait aux freelances avec qui il bossait. Et comme c'était un grand organisme de formation, il dit, si vous n'êtes pas content, vous le cassez. C'est ça la réponse qui a été faite à des personnes qui sont parties. Donc, c'est pour ça qu'ils me l'ont répété. Mais d'autres sont restés et donc ils l'ont confirmé. C'est-à-dire qu'il y a des organismes de formation qui ne sont pas très honnêtes et qui considèrent qu'ils ne savent pas travailler le partenariat. Voilà. Si vous-même, vous arrivez en disant, moi, je suis dans mon domaine, dans ce petit domaine de compétences, je suis le numéro 3 en France, voilà, sur ce domaine très précis, et ce n'est pas très compliqué à le faire, dans ces cas-là, les gens vont vous dire, vous m'intéressez. Et quand vous dites mon taux de conversion, les gens sont hyper engagés chez moi, je vais vous dire n'importe quel gros organisme de formation qui ne connaissent pas du tout les réseaux sociaux, qui sont nuls là-dessus, qui sont canal historique, vous leur apprenez et ils se disent j'ai envie de bosser avec vous. Et là, vous avez un rapport de force qui fait que s'il y a une négociation, vous allez profiter aussi du fait qu'ils ont des choses à vous donner. Voilà. Et donc, en termes d'entreprise, c'est toujours pas mal d'être plutôt autonome. Hein, c'est mon conseil. Allez, un dernier petit conseil, puis après je réponds à toutes vos questions. C'est comment est-ce que je deviens un influenceur dans mon domaine? Alors déjà, premier élément, je reviens sur ce que j'ai dit. Pour être un chef, un leader dans son domaine, il vaut mieux prendre des domaines qui sont des petits domaines. Si je prends des très, très grands domaines, la formation professionnelle en France, laissez tomber, vous ne le serez jamais. Déjà, quand on voit les leaders qui sont, ils sont en grosse interrogation, ils sont mal identifiés. Donc, il vaut mieux être un tout petit périmètre. Et puis après, quand vous êtes sur ce petit périmètre, vous développez, une fois que vous êtes identifié comme leader, vous êtes légitime dans ce domaine très petit. Dans ces cas-là, vous développez votre domaine en disant, à ce moment-là, je m'investis dans d'autres systèmes. Mais je suis positionné, je suis identifié. Voilà. Donc, et ça, les réseaux sociaux vous le permettent grâce au fait d'avoir du contenu qui soit de qualité dans votre domaine. Alors, je voulais simplement vous dire comment vous devenez un influenceur. Vous avez vu que tout le monde rêve d'aller sur Instagram. Nabila y est, donc forcément, il y a un créneau. Les nano-influenceurs sont des gens qui ont entre 1000 et 10 000 personnes qui les suivent. Alors, qui les suivent sur tous les réseaux sociaux. Donc, c'est un petit influenceur. Le micro-influenceur, c'est en 10 000 et 100 000. Et puis après, vous êtes un influenceur, voire même une guest quand vous dépassez le million. Ce qui est hyper intéressant, c'est que quand vous êtes même un nano-influenceur, simplement, quand vous êtes un nano-influenceur, vous avez 1000 personnes qui vous suivent ou 2000. C'est la majorité hein, des gens sur tous les réseaux sociaux. À ce moment-là, il faut vous regarder votre engagement. Et quand vous avez un engagement, vous allez vous apercevoir que les gens vont se dire on pourrait peut-être faire des partenariats. Donc déjà, vous leur vendez la prestation, ce qui n'est pas inintéressant. Mais surtout, ça veut dire que l'engagement que vous avez, petit à petit, vous allez pouvoir le développer. Et donc, premier élément, comment est-ce que je fais pour atteindre cette façon de dire j'ai 100 000 personnes dans mes réseaux sociaux? Déjà, il faut être sur les réseaux sociaux. Hein. Donc, ceux qui ne sont pas et qui ne font pas du contenu, à un moment, personne ne les suit parce qu'ils sont nuls. Quoi. Ils sont nuls, non pas stricto sensus, mais le spectacle professionnel, professional branding, est mauvais. Donc, il faut le créer. Après, on l'ajuste en disant peut-être que je suis tout seul à le penser, donc je me dis je le garde, ou alors je me dis j'essaye de suivre les tendances qui sont celles du moment, hein, de façon à comprendre et bien répondre pleinement ce qu'on appelle les personas, les individus, pour leur proposer des solutions qui leur correspondent, et pas des solutions qui correspondent qu'à moi, vu que ce n'est pas moi qui achète. Donc ça, c'est le premier élément. Et le conseil que je voulais vous donner, c'est ça qui est important, c'est que souvent les gens, quand ils se lancent et les organismes de formation sont très modestes, allez chez les autres. Voilà. La stratégie du coucou. Allez chez les autres et commentez chez les autres. Voilà. Allez faire des commentaires chez les autres. Tout le monde se dit, j'ai du mal à faire des commentaires, des vrais commentaires, des phrases complètes. J'ai adoré ça, j'aime bien ça, etc. En général, pour être assez franc, les gens ne lisent que les titres. Mais ça veut dire que forcez-vous à vous dire cette semaine, je mets 10 commentaires.
Et donc, c'est une vraie façon de se forcer parce que les gens disent oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Forcez-vous, on s'en fiche. Mettez des commentaires intelligents ou pas, on s'en tape. Mettez-en beaucoup. Et donc, à force d'aller chez les gens vont d'abord vous identifier. Et donc, vous allez sur des lieux, ce qu'on appelle des hotspots, où il se passe des choses. En formation, par exemple, j'ai bien aimé que je ne connais pas plus que ça, formation professionnelle, qui est un groupe qui représente 40 000 personnes, un groupe de LinkedIn, donc sur lequel vous pouvez postuler. Et une fois que vous êtes avec 40 000 personnes, donc qui sont à Toulouse, créé en 2012, donc c'est pas non plus, mais 40 000 personnes, très très beau succès. Donc je vais sans doute les interroger avec format radio. Donc ça veut dire qu'à partir de là, ce qui va se passer, c'est que ils sont là. Comment je fonctionne? Je leur demande le fait de rentrer. Ils me disent oui, a priori, si je représente dans l'axe formation professionnelle, c'est bon. Et donc au final, quand je suis sur place, je commente les gens et je commente les commentaires. Et au final, les gens vont se dire tiens, il fait partie des 10%. Donc, je commence à sortir du lot. Autrement dit, quand je dis quelque chose, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'intelligent, mais pas forcément non plus quelque chose d'absurde, les gens vont finir par aimer que quelqu'un soit en interaction. Et donc, ça veut dire que petit à petit, si vous avez des projets en disant j'aimerais bien demander à tout le monde l'avis sur ce sujet-là, est-ce que ça dérange? Donc, il y a des conditions de fonctionnement. Donc, vous demandez à l'administrateur par un message privé. Souvent, il est content qu'il y ait de l'animation. Et donc, ça permet de faire un sondage ou des choses comme ça. Et vous commencez à travailler avec lui et donc récupérer. Et quand vous allez monter votre groupe ou votre page LinkedIn, ça veut dire que les gens vont dire mais c'est qui cette personne-là? Et ils vont venir vous suivre. Et en général, ils s'abonnent parce que s'ils ont fait l'effort de venir vous voir, ils vous suivent. Autrement dit, si vous allez dans tous les groupes qui sont à plus de 10 000 dans la formation professionnelle, il n'y a pas énormément. Dans ces cas, allez-y, essayez d'intervenir, commentez, forcez-vous à commenter sur tout ce qui est dit, apportez du contenu en disant voilà, je vous donne du contenu. Et donc, petit à petit, identifiez-vous. Et c'est comme ça que les gens vont dire mais c'est qui cette personne-là? Et petit à petit, vous allez devenir nano-influenceur, micro-influenceur. Et donc, après, quand vous lancez quelque chose, les gens vont vous suivre. Et donc, vous allez pouvoir avoir cette notoriété. Mais ce n'est pas évident d'avoir le courage de se lancer et de donner des commentaires qui sont ni faits ni à faire, puis au bout d'un moment, mais ça demande un vrai effort. Donc, en métrique, dites-vous, cette semaine, je fais 10 commentaires chez n'importe qui, alors n'importe qui que vous avez identifié préalablement dans votre cible, et petit à petit, les gens, quand ils sont très contents de voir qu'il y a quelqu'un qui les suit, et donc au bout d'un moment, moi je vais regarder qui c'est, quand je vois que la même personne me like régulièrement, je me dis mais qui est cette personne? Je ne la connais pas. Et donc, je vais regarder ce qu'elle fait, etc. Et donc, ça me permet d'échanger, de la remercier. Donc, remercier systématiquement les gens qui viennent vous commenter. Ça permet ils font l'effort. Donc, faites-vous l'effort de leur dire merci. Et donc, petit à petit, vous leur demandez, très bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Sur quoi vous travaillez? Trouvez une façon de les interroger qui peut être automatique. Hein, c'est-à-dire mais en tout cas, posez-leur la question qui vous ressemble, vous avez réfléchi. Et petit à petit, vous allez tisser votre lien. Et vous allez vous apercevoir que le monde de l'information est un monde qui est relativement ouvert. Et aujourd'hui, c'est vraiment le Far West, tout est à faire. Alors, LinkedIn, c'est un peu plus fermé parce qu'avec l'algorithme, ils ont un peu resserré les liens. Mais si vous allez sur Instagram, sur TikTok, même sur Facebook encore, ça reste très accessible. Il y a plein de choses suivant les produits qui sont les vôtres, qui sont hyper intéressants. Et puis après, vous avez tous ces produits et les réseaux sociaux qui sont plus ciblés et plus thématiques. La vraie question, c'est qu'est-ce que je veux y faire? Et donc, à la fin, soit vous avez le choix, soit je me dis, je me fais plaisir, je parle avec quelqu'un qui m'écoute. Déjà, premier élément. Ce n'est pas forcément hyper original ce que vous dites. Il y en a plein qui ont énormément mais simplement, c'est dans la régularité de ce que vous faites, dans la continuité. Les gens vous ont identifié. Et l'autre élément, c'est de se dire, si je veux faire du business avec les réseaux sociaux, je fais du business. C'est-à-dire qu'à un moment, je fais d'abord de la notoriété, je partage avec eux, de la générosité. Donc déjà, ça doit me faire plaisir de partager, d'avoir leur retour. Prenez les gens que vous avez formés, ce qui n'est quand même pas inintéressant, parce que souvent, quand ça s'est bien passé, voilà, mais je suppose que ça se passe bien. Et dans ces cas-là, ils viennent vous voir. Et petit à petit, vous dites, je les alimente. Et à la fin, c'est moi qui fais un call to action. C'est-à-dire, je les amène à aller vers une action en leur disant comment vous travaillez, comment vous verriez. J'aimerais bien faire une formation là-dessus, mais j'aimerais qu'elle soit un peu différente. Qu'est-ce qu'on pourrait voir de différent? Ou je cherche quelqu'un dans tel domaine qui connaît quelqu'un. Et si vous avez commencé à aller les chercher un par un, comme on l'a vu dans cette conférence-là, au bout d'un moment, les gens vous répondent parce que les gens sont très preneurs de cette solidarité professionnelle. C'est comme ça qu'avec la FEN, aujourd'hui, on a un réseau social de 10 000 responsables de formation. Je rappelle que la deuxième association se retrouve avec moins de 300 responsables de formation en son sein. Donc, comment est-ce qu'on a fait les 10 000? Il n'y a pas de secret. C'était à l'époque où c'était beaucoup plus facile sur LinkedIn. J'ai utilisé LinkedIn. Je leur ai dit, voilà ce qu'on propose. On est innovant en tant que quelque chose. Les gens ont répondu. Il y en a plein qui m'ont dit, qui m'ont rien dit d'ailleurs. Mais à 10 000,
alors qu'on pense qu'il y a à peu près au maximum 20 000 responsables de formation en France, avec une définition un peu large. Dans ces cas-là, on a 50% dont on a un lien avec eux. Alors, un lien très distendu, il y en a qui sont plus présents, etc. Mais ça veut dire que les réseaux sociaux ont permis de faire ça. Nous, c'est une association, donc on ne vend rien. Mais ça veut dire qu'on tire le fil et on en fait une newsletter qui est mensuelle, sur laquelle on leur donne de l'information, qui est gratuite. Et donc, ça leur permet, grâce au site, de cliquer dessus et de pouvoir avoir de l'information. Mais vous voyez, ce travail-là fait que on entretient les 10 000, petit à petit, on les affine. Et donc, ça permet justement de travailler avec eux. Parce que la vraie démarche, c'est quand vous voulez faire du business, vous devez vous poser la question combien je vais faire d'argent? Et donc, à ce moment-là, vous allez faire des produits qui vous le permettent. Et à ce moment-là, une fois que vous avez le produit, vous allez commencer à teaser le produit. Donc, si vous n'avez pas de communauté, vous allez créer d'abord votre communauté. Ensuite, vous allez travailler avec la communauté et ça va vous permettre de réinventer votre produit. Si, par exemple, vous travaillez sur les spécialistes de l'eau ou dans ces cas-là, vous demandez aux gens dans votre domaine ou dans le système hospitalier de parler de leurs problèmes. Et donc, vous apercevez qu'ils parlent de leurs problèmes, des difficultés, toujours pareil, la grosse différence entre les opérationnels et les administratifs. Enfin, vous avez des schémas comme ça. Et au final, ce qui se passe, c'est que vous dites, mais dans ces cas-là, pourquoi pas former les deux? Avec une formation, comment je manage mon supérieur quand c'est un grand malade, si vous avez pris ce côté un peu décalé, ou comment est-ce qu'effectivement, on peut former les gens qui sont d'une culture verticale pour justement être capable d'être plus collaboratifs et d'amener de l'entraînement. Et vous venez de créer deux formations. Après, vous construisez les contenus, mais ça veut dire que vous apercevez, et si les gens vous disent, c'est vrai que c'est intéressant, ils auront peut-être accès à l'intérieur pour vous faire rentrer dans l'entreprise parce que ça correspond à leurs problèmes, vous êtes parti de leur solution et que vous avez tiré le fil dans ce que vous êtes. Mais pour faire ça, il faut que vous ayez construit votre autorité, ce que dans la rhétorique on appelle l'éthos. Autrement dit, les gens vous font confiance parce qu'ils vous ont essayé. Autrement dit, si vous voulez devenir riche, ne restez pas tout seul, allez sur les réseaux sociaux et comme là, il va y avoir les vacances de Noël. Dans ces cas, moi, je vous invite à y aller. Si vous avez envie de faire des choses sympas et vous pensez que je puisse vous aider, mais franchement, avec plaisir. Pour les lancements de projets, dans ces cas-là, je le fais avec plaisir. Enfin, il faut caler les agendas, bien sûr, mais on peut le gérer. Et derrière, si vous avez un projet qui tient la route, vous allez avoir le modèle économique qui va vous servir pendant les 10 prochaines années pour faire de l'argent. Je vous remercie. Alors, peut-être une dernière question. Oui, Stéphane, il y a deux questions posées. Alors, une de Jacques qui demande que pensez-vous des sites référents qui référencent des formations comme Top Formation? Un site de comparateur de formation, je pense qu'il doit être payant. Je ne suis pas sûr de moi, je ne le connais pas bien. C'est pas inintéressant, mais c'est pas non plus intéressant. Voilà. Au lieu d'essayer de vous comparer sur des contenus qui ne sont jamais les mêmes, le problème des comparatifs, c'est un peu comme le CPF. C'est-à-dire qu'on va comparer quoi? Le titre, on va comparer quoi? Le contenu. Chacun a son contenu, son style, son animation, ses matériaux. Moi, mon sentiment, n'y allez pas. Enfin, après, vous y allez très bien. N'hésitez pas. Essayez-le, comme ça, vous avez de l'argent, vous récupérez. Mais n'y allez pas parce que ce qui va faire votre différence, c'est votre différence. Or, vous comparez, c'est déjà avoir perdu. C'est-à-dire, vous dites qu'on fait à peu près la même chose. Non, c'est pas vrai. Et donc, si vous dites, moi, je fais quelque chose que personne ne fait, et c'est vraiment un truc très chouette, on a un style à nous. Alors, à vous de construire le style, voilà, il y a plein de techniques, etc. On peut en parler, mais ça veut dire que construisez un truc, et dans ces cas-là, vous allez pouvoir mettre le prix que vous voulez. Et les gens sont prêts à payer très cher quand on voit qu'il y a de la valeur. Quand on se dit, on fait de la gestion du stress en 2 jours, prenez toutes les gestions du stress, moi, je fais le moins cher, parce que ça reste de la daube. Si vous dites, moi, je fais un truc qui n'a rien à voir, qui se fait, et là, ça n'a rien à voir, à ce moment-là, vous mettez le prix que vous voulez. Votre chaîne de valeur, vous l'êtes réappropriée. C'est-à-dire, cessez d'être des enfants, soyez des adultes. C'est-à-dire, créez votre propre valeur et faites-le savoir. Et ça les gens sont très, très preneurs de ça. Je disais que 2/3 des gens veulent que vous engagiez. Prenez des thématiques qui vous tiennent à cœur. Alors, il y a toujours une ou deux, pas plus, pas de s'embêter, sinon ça devient compliqué. Mais prenez une thématique, développez-la, et les gens vont dire, lui, c'est celui qui propose ça, ou celui qui a cette façon de faire très collaborative, très Word Café, très table apprenante, très ce que vous voulez. Il faut être très quelque chose, surtout comparativement aux autres. Autrement dit, il faut que vous soyez extraordinaire, que vous sortiez de l'ordinaire. Justement, question qui complète un peu, je pense, la première, mais d'Oksana. Que pensez-vous faire appel à un influenceur pour faire la promotion de son organisme de formation? Si vous avez les moyens, c'est très bien. Au moins, vous connaissez un influenceur comme ça. Si vous voulez être efficace, ça ne sert à rien.
Voilà, donc Très c'est carré. précis. Alors, C'est carré, très net la réponse. pourquoi ça ne sert à rien? Parce que, comme je le disais, c'est un marché de cooptation. Alors, ce n'est pas un placement produit, ce n'est pas Nabila. Nabila, elle vous met un produit pour les cils, j'imagine. Dans ces cas, les gens vont dire j'achète parce que c'est Nabila. La formation, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut avoir créé le lien. Et donc, ce qui est intéressant, si vous avez des influenceurs sous le coude, vous pouvez les payer pour ça. Dans ces cas-là, vous faites un gros événement et les gens vont venir. Donc, vous avez récupéré leurs adresses sur un gros influenceur de ce domaine-là. Dans ces cas-là, vous les relancez. Mais ce qu'ils vont faire en sorte qu'ils vous achètent, c'est le fait de dire peut-être que dans la formation, l'influenceur va venir. Et donc, ça peut avoir du sens, donc ça, enfin, à condition que ce soit en rapport avec le sujet. Mais ça veut dire qu'effectivement, les influenceurs ne vont servir que pour amorcer quelque chose. Et comme le produit, il faut créer le lien. Si vous n'avez pas créé de communauté, vous n'avez pas créé tout ce qu'on a vu dans la conférence, dans ces cas, les gens vont dire ça a l'air bien, mais je n'accroche pas. Et donc, il faut que vous créez votre confiance. Et c'est ça qui est le secret. C'est la fidélité. C'est-à-dire que ce n'est pas du one-shot, je ne vends pas une formation, puis après je m'en vais. Non, je vends une formation et je garde le lien avec tous ceux qui m'ont dit non. Je garde le lien en disant peut-être que demain, ils diront oui. Tous ceux qui ont dit oui, peut-être qu'il y a une vente additionnelle à proposer. Et donc, finalement, c'est cette façon de ne pas prendre les gens pour des gogos. Je leur vends une formation et puis ils dégagent, sûrement ils en avaient besoin, j'imagine, parce qu'ils ont payé, ou la boîte a payé pour eux, ce qui est aussi parfois des écarts. Mais ça veut dire que je tisse des liens, autrement dit, je refais du social. Autrement dit, les réseaux sociaux, c'est pour chacun un outil. Et si vous-même, vous êtes plutôt d'une affinité d'empathie, dans ces cas-là de relationnel, vous êtes dans le 21e siècle. Les grands philosophes, la grande philosophie du 21e siècle aujourd'hui, et ça sera pendant longtemps, avec plein d'ajustements, c'est la relation. C'est-à-dire, et ça, les réseaux sociaux et la relation est quand même une connexion. Et si vous êtes acteur de votre relation, ça veut dire que vous êtes un adulte. C'est-à-dire que vous dites, moi j'ai envie de travailler sur ce sujet-là, moi d'aller chercher des gens qui ont l'air intéressés. Quitte à moi pivoter, parce qu'à un certain moment j'ai déconné, je suis parti sur une idée que je pensais être juste pour moi, mais finalement il n'y a que moi qui l'a trouvé juste. Et dans ces cas-là, et c'est très intéressant pour vous de vous confronter un peu à des gens, ces deux RP peut servir à ça aussi, vous dire j'aimerais bien parler avec des professionnels, non pas simplement pour les écouter parce qu'ils ne m'intéressent pas tant que ça, et vous avez complètement raison, mais surtout parce qu'en fait, ils me font l'effet miroir. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de leur raconter mon histoire, déjà, il faut que je la raconte. Et là, je m'aperçois qu'en la racontant, elle ne tient pas la route. Et donc, je vais commencer à la construire. Et même si à la limite, c'est deux RP qui dira des choses intéressantes, mais ne dit rien, rien que le fait qu'il soit là va m'aider à me construire. Et petit à petit, je vais tisser mes liens. Et petit à petit, ça va me permettre de me dire ça me plairait bien. Ça c'est sympa. Ça me paraît assez intéressant. Et petit à petit, je vais construire mon côté extraordinaire. Et donc, c'est ça mon cadeau de Noël. Parce qu'on arrive à la fin de… Donc, n'hésitez pas à aller voir les gens, à les rencontrer. Votre puissance personnelle, vous la tirez de ce que vous donnez comme spectacle, mais aussi des gens qui vous aident à construire votre écosystème. Autrement dit, s'il n'y a personne qui vous aide, c'est que vous n'avez pas fait l'effort. Donc, vous avez les relations que vous méritez. Donc, à vous d'aller voir. Christopher a l'air sympa, comme ça, vous l'avez vu plusieurs fois. Oui, voilà, a priori, à Noël, ça se tente. On n'est pas à l'abri, un chocolat, quelque chose dans le genre. Donc, discutez avec lui. Vous aimez pas, mais à la fin, qui reste autour de vous? Et s'il n'y a personne, c'est que vous n'avez pas fait l'effort. Donc, construisez l'effort dans vos projets, que ce soit, et on est bien sur un schéma professionnel. C'est-à-dire qu'à la fin, quand vous dites j'ai envie d'accélérer, qui m'impulse pour me donner qui est inspirant pour moi pour avancer. Et si j'ai mis personne autour de moi, j'ai personne. Dans ces cas-là, parce que vous êtes seul. Et après, vous dites c'est marrant parce que tout seul, on est moins bon. Ou alors, vous êtes un peu bizarre parce que vous êtes sociopathe. Et ce n'est pas le cas parce que vous êtes là. Donc, ça veut dire c'est de créer vous-même votre propre histoire et après, associez-vous avec tout le monde. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a plein de gens qui vont profiter de vous avec bienveillance, etc. Il y a plein de gens qui vont donner plein de belles choses avec des cultures un peu différentes suivant les régions, etc. Mais vous apercevez que le monde entier peut venir chez vous à condition que vous ayez une belle histoire à raconter. Merci Stéphane. Juste un petit mot de ce fait, en plus Jacques pose la question, mais n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux du C2RP, on vient de s'y mettre aussi, voilà, on adapte notre communication sur LinkedIn et sur Twitter, donc voilà, des pages spécifiques sur le C2RP. Vous pouvez aussi aller consulter forcément les pages de Stéphane, ma page. Jacques demande si on accepte les invitations. Stéphane, tu acceptes les invitations sur LinkedIn? Alors, je les accepte volontiers, je les réoriente suivant les pages, suivant les domaines qui vous intéressent. Et comme ça permet de garder le lien. Vous pouvez après m'envoyer tous les messages que vous voulez. Je crois que mes coordonnées sont dessus. De toute façon, je prends tous les messages, puis après, on voit, je suis assez ouvert dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir Stéphane, ceux du C2RP, abonnez-vous à notre newsletter sur notre site internet. C'est important pour avoir toutes les dernières informations sur l'emploi et la formation dans les Hauts-de-France,
sur nos différents webinaires organisés tout au long de l'année. Les prochaines programmations ne devraient pas tarder pour 2022. Alors voilà, continuez à aller sur notre site, à vous abonner, à lire ce qu'on vous envoie. Et concernant le marketing, l'offre de formation, la programmation est aussi en cours pour 2022. Donc voilà, vous allez certainement retrouver Stéphane en 2022, Christopher, absolument, je serai là aussi. Je sais pas, un petit mot de la fin pour toi, Stéphane. Merci beaucoup. Et comme vous êtes en période où vous allez vous lancer pour 2022, je crois que c'est le moment pendant ces fêtes, entre les 2 réveillons, quand vous émergez des réveillons, de réfléchir à quelque chose qui vous fasse plaisir. Et c'est ça qui va être votre moteur, parce que derrière, le modèle économique, on peut en parler, on peut en discuter, il y en a plein de possibles. J'en ai présenté dans les 2 parties marketing où il y a beaucoup d'outils disponibles. C'est de vous poser, d'écrire votre histoire. Et mon conseil, c'est de rencontrer quelqu'un qui vous fasse l'effet miroir. Et donc d'avoir 2-3 personnes autour de vous qui ne sont pas forcément du domaine de la formation, mais qui vous posent des bonnes questions et qui vous permettent d'écrire votre histoire. Et ça, quand on est la tête dans le guidon et pendant l'année, on est comme ça, on n'écrit pas d'histoire quand on agit. Voilà. Et même si vous avez tort, ce qui est le plus important, c'est de vous lancer. Je pourrais terminer avec cette phrase d'Audiard qui dit une brute qui marche ira toujours plus loin que 2 intellectuels assis. Et j'aime bien cette phrase-là, c'est que même si je suis une brute, si je marche, j'avance. Si je commente en disant il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je… Laissez tomber, vous n'avancerez pas. Donc, lancez-vous. Vous avez plein de gens qui vont vous aider. Allez chercher les gens qui peuvent vous aider gracieusement même. Hein. Si vous avez un beau projet, les gens, vous les faites vibrer, ils viennent. Et des grosses personnalités qui viennent. Moi, j'ai réussi à faire venir avec les réseaux qu'on avait, Jacques Attali, qui est une très, très grosse personnalité mondialement connue. Il venait gratuitement parce que le projet était formidable. Et donc, l'histoire lui a plu. Et donc, si vous avez une histoire à raconter, les gens vont venir parce qu'ils ont besoin de refaire du lien social. Et comme vous êtes un faiseur de valeur, créez votre valeur, communiquez-la, et là, les gens vont vous suivre. Et ça, c'est vraiment magique. Et aujourd'hui, on a 2-3 ans devant nous où c'est vraiment très ouvert. Mais si je ne le fais pas, dans ces cas-là, je reste assis, j'intellectualise en me disant il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait que je pense à… Laissez tomber. Vous ne prenez pas la tête, profitez de vos réveillons, vous ne faites rien, vous n'aurez rien parce que vous ne méritez pas. Lancez-vous et vous verrez que ça marche. Bon, merci Stéphane pour ce dernier webinaire de l'année ensemble. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie tous pour votre participation. Profitez tous de votre famille. Voilà, faites attention encore au Covid, il est encore présent. Message important au niveau sanitaire. Voilà, à très bientôt à tous. Merci, au revoir. Merci à tous.